basıp salgında. William Madère est un ancien skieur professionnel. Il est récemment parti en expédition hivernale pour se frotter aux pentes vierges des montagnes du Kirghizistan. Son récit est une véritable invitation à la découverte de nouvelles cultures, à la transmission et à l'exploration. Préparez-vous pour un voyage auditif au cœur d'un pays aussi chaleureux que glacial. En route pour le Kirghizistan. Je suis William Madère, je suis mi-haut-savoyard, mi-alsacien, donc je suis originaire de Haute-Savoie, à côté du Grand Bornand-Lac Clusaz, dans la vallée, et alsacien parce que malheureusement, quand j'ai eu 15 ans, mes parents, mon père est alsacien et on a eu l'occasion de retourner en Alsace, donc j'ai quitté le milieu de la montagne, mais sans vraiment quitter la montagne. Donc voilà, et pendant plusieurs années, j'étais sur le Freeride World Tour Qualifier, donc je faisais des compétitions de freeride à haut niveau pendant 5-6 ans à travers toute l'Europe. Et puis j'ai arrêté depuis 5-6 ans parce que je me suis concentré sur ma carrière pro, parce qu'à côté, je suis un petit juriste, et en parallèle maintenant je vais découvrir les montagnes, faire pas mal de ski de rando, de l'alpi, et puis je pars en expédition. J'essaye de faire des petites expés une fois par an, notamment avec un ami. Donc voilà, tu sais à peu près tout, qui je suis. Et donc, cette année, il a été décidé de partir au Kirghizistan, et donc la question c'est pourquoi? Alors le Kirghizistan, déjà, pour le situer, c'est compliqué. Il y a peu de monde qui disent: «Mais où est ce pays?» Donc c'est pas très loin de la Mongolie, et j'ai décidé de partir parce qu'en fin d'année, voilà, j'ai vécu j'ai des trucs pas très cool, et puis, mon body avec qui je pars en expé, régulièrement s'est cassé le tibia. Je me suis retrouvé un petit peu tout seul, et en me disant: «Ben, mince, en fait, William, tu vas pas rester à bader chez toi, et à ne rien faire». Donc j'ai commencé à réfléchir: «Qu'est-ce que je pourrais faire?» Et donc il y a eu, 2 grandes idées majeures. C'était d'aller, en Alaska, faire du freeride avec des hélicos à l'américaine et descendre, des énormes trucs, ou partir, dans le Cachemire indien. Mais dans tous les cas, c'était avec des hélicos et cetera, et puis, bah, ça me correspondait pas trop. Et puis je suis tombé sur une pub à travers une agence de voyage que je connais, qui est basée sur Annecy, qui proposait de partir au Kirghizistan à la découverte de ce pays, de ces belles montagnes. Puis en creusant, tu tapes le Kirghizistan, tu regardes un petit peu les photos, et tu te dis: «Bah, waouh, en fait, il y a des énormes trucs à aller chercher», et là, c'était axé quand même vachement plus nature. Un vrai début de petite expédition au milieu de nulle part, dans un pays que pas grand monde connaissent, avec peu d'infrastructures, et je me suis dit: «Ben ouais, c'est ce qu'il me faut finalement, pourquoi pas, se lancer dans l'aventure?» Donc je les ai appelés pour leur parler de ma situation, aussi de mon niveau, parce que j'avais un peu peur, de pas trop correspondre à l'idée du voyage. Et puis finalement, j'ai arrêté de me poser trop de questions et je me suis dit: «Feu, je pars, allez, ça me correspond bien, l'idée de faire de la rando en pleine nature dans ce pays au milieu de nulle part, de prendre des chevaux, voilà, de commencer à vivre, une vraie aventure et puis de se déconnecter un peu». Je me suis dit: «Je me lance», et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé, au terminal 1 à Charles de Gaulle, à partir pour le Kirghizistan, voilà, tout simplement. C'est un séjour qui se prépare, longtemps à l'avance. Moi, je l'ai préparé déjà physiquement, je l'ai préparé dès le mois de décembre, en partant, skier tous les week-ends, en allant en refuge, en faisant beaucoup de randonnées. En moyenne, c'était clairement indiqué qu'on allait faire du 1000 de dénivelé, voire plus. Donc l'idée était d'être en forme physique, et il y a le froid, parce que le Kirghizistan, en moyenne, les températures, c'est du -20 degrés. On a eu alors c'est pas le cas maintenant malheureusement, mais on a eu la chance en janvier d'avoir des conditions un peu extrêmes en niveau de température, et tu vois, je suis allé sur le glacier d'Aletsch, en Suisse, derrière Grindelwald, tout un week-end, dormir en refuge non gardé, et il faisait -20, -25, et donc là, ça a été une première, déjà, une belle expédition le temps d'un week-end, où ça a été dur, physiquement, parce que c'était très long, il faut monter tout le glacier, et dur, en termes de froid. Et, il faisait super froid, donc ton corps est pas habitué, et puis grâce à ça, en fait, en faisant ça un peu tous les week-ends, et puis en sortant, aussi de mon confort, bah, je suis arrivé au Kirghizistan, assez préparé physiquement, en forme physique, j'avais les jambes, et puis j'étais prêt à surmonter le froid.
sachant qu'en partant, en France, il faisait déjà 10-15 degrés, donc il faisait super doux. Puis après, tu as la partie matérielle, hein. Quand tu pars dans ce genre de pays, bah, il faut tous tes vêtements techniques, anti-froid, tu as tes combis, les skis, tu dois choisir quel type de ski tu prends, large, pas très large. Il neige beaucoup au Kyrgyzstan, donc on est sur des belles. Enfin, il y a quand même en moyenne 50 centimètres de neige fraîche, donc il fallait plutôt des gros skis. Tu prends aussi ton équipement anti-avalanche, parce que c'est un pays, c'est une zone assez compliquée en matière d'avalanche où là-bas ça peut partir très vite, c'est assez instable et quand ça part c'est toute la montagne qui part et du coup faut être très vigilant. Nous on appelle ça des coupes. Il faut à chaque fois que tu prends une face ou une montagne, tu essayes d'analyser le manteau neigeux pour savoir s'il est stable ou instable de manière à savoir plus ou moins où tu mets les pieds et puis avoir ton équipement anti-avalanche, un sac à dos ABS. C'est important parce qu'au moins, si tu es pris dans une avalanche, tu te laisses la possibilité de pouvoir déclencher ton ABS et donc un coussin, c'est un gros coussin qui se remplit d'air et qui te permet d'être maintenu un petit peu à la surface. Donc c'est une aide supplémentaire. Et l'anecdote, c'est que donc je suis parti avec Turkish Airlines et Turkish Airlines, quelques semaines avant de partir, a décidé d'interdire en fait ton sac ABS est actionné par une petite bonbonne d'air que tu visses au système dans ton sac à dos et qui au moment où tu le déclenches, bah, remplit les coussins d'air. Et eux ont interdit de mettre la petite bonbonne dans les valises en soute. Et 10 jours avant que je parte, il y a des Français qui sont partis et on a appris qu'ils ont mis donc les bonbonnes en soute. Ils ont quand même testé et en fait Turkish Airlines a ouvert les valises, a retiré les bonbonnes avec un message. Ils ont juste mis un papier en indiquant bah, c'est interdit au sein de la compagnie aérienne. Si vous voulez récupérer vos bonbonnes d'air, vous avez 15 jours pour les récupérer. Sauf que bah, les mecs, ils ont débarqué au Kyrgyzstan sans leur bonbonne et donc du coup en fait leur sac à dos ABS, bah, il sert à rien sans bonbonne quoi. Donc pas très cool. Pour optimiser ta sécurité. Donc en matière de logistique, il y a tout ça à penser. Donc je suis parti avec à peu près 60 kilos de matériel, tu vois, entre la housse des skis, une valise avec tout ton matos dedans, plus ton sac à dos. Donc ça en fait pas mal. Et tu dois tout penser. Tu dois penser, s'il y a de la glace, bah, il te faut au moins un piolet, des crampons. En termes de nourriture, tu fais beaucoup de ski de rando, donc tout ce qui est barre énergisante, tu vas pas trop en trouver là-bas, donc il t'en faut. En gros, toutes tes petites habitudes que tu as ici en Europe, ben, il faut y penser pour savoir est-ce que tu emmènes telle chose ou telle chose pour garder tes habitudes là-bas. Moi, par exemple, j'ai ramené énormément de barres et des trucs énergisants parce que je sais que je ne les trouverai pas là-bas et que j'ai envie de les avoir si je pars sur une grosse ascension et que j'ai besoin de force. Donc j'ai amené, c'est très drôle, mais j'ai amené, enfin drôle ou pas, mais j'ai amené plein de pommes-potes. Je n'avais pas trouvé des pommes-potes au Kyrgyzstan, mais les pommes-potes, ça fait énormément de bien et du coup bah, voilà, j'ai pris des pommes-potes ou des climb, des grosses barres là qui te tapissent l'estomac, ce qui permet de bien pas trop manger, tu vois, durant la journée ou quand t'as pas de sandwich ni rien, bah, tu prends tes grosses barres climb et là avec ça, t'as plus faim. Donc voilà et après tu as toute la logistique du séjour. C'est-à-dire, vérifie tes itinéraires, où est-ce que tu vas. Et comme je faisais 10 jours avec l'agence et puis 4-5 jours tout seul, il fallait que je sache, il fallait que je commence à m'organiser pour savoir à quel endroit je commence, à quel endroit je termine. Et puis après, les 5 jours et 4 jours tout seul, comment je les passe, est-ce que je peux être accompagné ou pas. Il fallait que je contacte l'agence locale qui organise, qui prenait en charge le voyage, parce que c'est une agence française qui vendait le voyage, mais le guide est russe et on avait un interprète francophone qui lui du coup s'occupait de la gestion du voyage et je pense que l'agence d'Annecy a sous-traité la mise en place de ce voyage avec lui. Et donc il fallait mettre en place tout ça pour être sûr que que je parte avec
tous les paramètres au vert, à la fois, donc tout le matériel soit préparé et en bon état et clean, et puis aussi, un peu au niveau du séjour, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as besoin de choses, ou non? Et au final, ce qui est très drôle, c'est que rien ne s'est passé véritablement comme prévu. Finalement, on n'a pas commencé par la fin. Ce qu'on devait faire à la fin, on a commencé par le début et inversement. Et du coup, ce séjour a été, un des mots clés, ça a été l'adaptation totale. C'est-à-dire tous les jours, on avait prévu un truc, ben finalement, on fait pas spécialement ce qu'on avait prévu. Et donc, faut avoir cette capacité, faut pas être trop rigide, quoi, tu vois? Il faut avoir cette capacité à être ouvert d'esprit, en te disant: «OK, c'est pas grave, bon, bah, tu vois, moi, je devais finir à Jirgalan plusieurs jours et quand j'y pense, ça aurait été incroyable. Finalement, j'ai fini dans une vallée, une des plus arides, du séjour. Bon, bah, au final, j'ai surkiffé et j'ai fait des choses et avec des gens que j'aurais peut-être pas fait si on avait fait on avait suivi le schéma classique, quoi. Les pays qui finissent en stand, moi, ça m'évoque, l'aventure, ça m'évoque, les pays froids, les grandes montagnes, des pays, très grands où tu mets des mois et des mois à tout visiter, et surtout, un peu, tu vois, les anciens pays de l'ex-URSS, méconnus, avec peu de touristes, peu d'infrastructures. Pour moi, c'est un peu, des pays plutôt pauvres qui sont pas très, très, très développés, et en même temps qui attirent beaucoup de montagnards, d'alpinistes et de skieurs. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce pays et d'avoir, pour moi, tu sais, c'est le Kirghizistan, c'est sur la route de la soie, donc avec cette ancienne, tu as certes, une imprégnation russe, mais pour moi, c'était cette ancienne culture, mongole, que j'avais envie de découvrir et de voir si elle était toujours présente. Hem et donc en arrivant sur place, enfin, avant d'arriver sur place, tu fais, donc Paris-Istanbul. Tu es obligé de faire une escale à Istanbul. Et moi, à Istanbul, ça a été une première claque. C'est-à-dire, j'ai découvert que, j'ai jamais fait de transit à Istanbul et ils ont construit déjà un énorme hall sur 2 étages, hyper moderne avec tous les magasins de luxe de toute la terre, tous les produits d'alimentation que tu veux. Donc déjà là, tu fais waouh, c'est assez fou ce qu'ils ont mis en place. Et c'est un vrai carrefour pour tous les pays de l'Est. Donc en fait, tu peux te poser 2 minutes, enfin même tu peux te poser pendant des heures à juste regarder les gens et voir en fait ce melting pot de personnes qui viennent de tous les pays, des Indiens, des Pakistanais, des Russes. Enfin, c'est assez hallucinant et moi ça a été une première belle claque, ça m'a marqué. J'étais perdu là au milieu de tout ça, j'avais les yeux grands ouverts et je regardais à droite, à gauche, enfin je regardais les gens, je disais waouh, waouh, où est-ce que j'ai atterri quoi? C'est pas Istanbul, c'est ouf. Et puis après tu fais Istanbul, Bichkek, la capitale, et tu reprends un autre choc, dans le visage, c'est-à-dire, bah, là, tu retrouves des gens, qui partent en expédition, tu les reconnais avec, leurs sacs North Face, et les autres marques de ski. Là, il y avait des Américains, des Espagnols que j'ai d'ailleurs retrouvés durant le séjour. Plein de gens, venant d'ailleurs qui vont dans le même pays que toi et c'est super cool parce que tu te dis en plus, tu es pas tout seul plus bah, des Russes et des Kirghizes. Et pour la petite anecdote, j'étais assis à côté d'un mec, c'était une armoire à glace. Il avait 2 bras, enfin ses bras, ils faisaient 2 à 3 fois la taille de mes bras. Pourtant, je suis pas non plus le plus maigrichon. Et le mec était posé sur son siège pendant, on a quoi? Je crois qu'on a 8 heures, non, on a 5 heures de vol ou 6 heures de vol. Et en fait, tu sais, il avait les coudes sur le côté. Moi, je voulais juste dormir et poser un petit peu mon coude. Laisse tomber, il ne bougeait pas d'un poil. Je voulais, du coup, j'ai utilisé la petite technique qu'on connaît tous où tu pousses un petit peu avec ton coude là sur le côté pour qu'il bouge un peu. Le mec ne bougeait pas et ça faisait vraiment cette image, tu sais, là, du Kirghiz russe costaud, un peu le mec, tu vois, le boxeur qui s'entraîne dehors à soulever des pneus à moins 20 degrés, quoi. Et là, déjà, j'avais un peu une première image, quoi, en me disant, ok, les types, là, les types au Kirghiz, ils sont costauds, ils rigolent pas, quoi. Puis, après, quand tu arrives au Kirghizistan, c'était très beau, c'est le matin et tu survoles
tu survoles un petit peu la plaine autour de la capitale et là, tout était blanc. Donc j'avais un peu l'impression d'être en Sibérie. J'ai eu l'occasion de survoler à plusieurs reprises la Sibérie et tout est blanc, plat. Et bah là, c'est exactement pareil. Donc c'est avec le soleil, c'était très beau. Puis on arrive à l'aéroport et là, la porte s'ouvre et là, tu te prends un pic de température. Le -20 qui arrive dans ta face, je peux te dire qu'il te réveille, que tu dormi ou que tu pas dormi. Et là, tu arrives dans un aéroport, ben, style ex-URSS, carré, très austère, avec une énorme hauteur sur plafond. Tu te demandes d'ailleurs si c'est comment qui chauffe tellement le bâtiment il est grand. Et là, tu rencontres, bah, les premiers Kirghizes, bon, c'est essentiellement les gens de la douane, quoi, donc c'est pas le truc le plus fun, mais c'est des mecs, avec les énormes chapeaux russes, les énormes manteaux de fourrure, tu presque l'impression, tu sais, c'est le KGB qui t'attend et qui va te retenir pendant des heures à te poser plein de questions en russe alors que tu parles pas russe, quoi. Mais voilà, mais sinon ça s'est bien passé à l'arrivée. Comment dire? Ils ont été très sympas parce qu'en fait, quand tu es français, tu pas besoin de visa. Donc tu passes assez facilement. Ils te demandent juste si tu es là, pourquoi tu es là. Et puis après, bah, tu vas tranquillement récupérer ta valise. Alors, quand tu es skieur, c'est toujours le moment le plus stressant parce que tu as fait un transit. Et quand tu pars en expé, ben, tu attends que tes skis et ta valise ben, arrivent à bon port. Donc c'est le moment où tu stresses un peu parce que tu te demandes s'il y a tout qui arrive et surtout si ça n'arrive pas. Bah, le problème, c'est que nous, on partait sur directement 6 heures de voiture pour rejoindre Karakol et la vallée de Jirgalan. Et donc, il n'y a pas de magasin de ski sur la route, quoi. Donc, tu as intérêt que ton matériel arrive correctement. Mais tout est arrivé correctement et moi j'ai testé avec mes petites bonbonnes de gaz, enfin d'air pardon, en soute en cadenassant, mes valises et ça n'a pas été ouvert donc j'ai en plus récupéré tout mon matériel anti-avalanche plutôt très content et puis après ben, comme, je commençais le séjour avec le groupe, c'était, retrouvailles du groupe pour le séjour. On s'était jamais rencontrés avant, on avait juste un groupe WhatsApp pour, un petit peu, échanger et préparer le séjour, sachant que c'était que des Français, mais qui venaient de tout horizon. Il y en avait qui venaient d'Annecy, il y en avait qui venaient de Lyon, enfin voilà, un peu partout, mais des passionnés de montagne. Et donc on se retrouve avec notre guide et interprète, et puis bah, première rencontre, donc on se présente, sachant que tout le monde était parti seul, à part deux amis, deux collègues de travail, deux médecins. Donc les autres ne se connaissaient pas du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 5 heures de décalage horaire, donc tu es un peu KO quand tu arrives. On est parti sur 6 heures de route, donc on n'a pas trop discuté, mais tu te fais les petites premières présentations, tout le monde est content d'être là, donc il y a une good vibe, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Une fois qu'on a retrouvé toute l'équipe et puis notre guide et interprète, et ben on monte dans un. Alors comment décrire ça? C'est pas un 4x4, c'est un énorme 4x4. Tu vois, il y avait 6 places à l'intérieur, et on avait une autre voiture où là c'était un petit 4x4 et tu pouvais mettre encore des gens dedans. Tu mets tout le matos, tous les housses de ski, etc. sur le toit où tu tiens le tout par des cordes. Donc déjà, ce qu'on ne fait pas ici en France. Et puis tu fous tout le monde dedans, donc c'est un gros 4x4 un peu à la soviétique, monté tout terrain, un peu customisé avec des énormes ressorts, des énormes roues. En gros, tu es sûr que tu peux traverser des rivières avec ça, y a aucun problème. Et c'était notre guide, donc notre guide russe qui conduisait. Le mec, c'était Sébastien Loeb local, quoi. Enfin, je te jure, je te raconterai plus tard, mais on s'est retrouvés dans des endroits où il fallait passer des rivières gelées, les mecs qui passaient sur des trous, le 4x4 qui bougeait pas, quoi. C'était un énorme truc. C'est cool en réalité parce que les routes là-bas, ne sont pas comme chez nous. C'est plutôt comme les routes au Pakistan où bah, c'est des routes, c'est de la terre et quand t'as pas de trou, t'es content, quoi. Grosso modo. Et on part direct, pas le temps. On part sur 6 heures de route, direction Karakol, donc une autre ville, c'est plutôt au nord-ouest du Kyrgyzstan, pour rejoindre en fait la vallée de Jirgalan, une vallée qui est juste incroyable. C'est pour le moment un de mes coups de cœur. Je vais souvent dire incroyable parce que c'est génial. Quand ça m'a vraiment marqué, tu vois, je n'ai pas d'autres mots. Euh,
Et donc, on part sur 6 heures de route et là, tu découvres, déjà, tu traverses la capitale, c'est un choc de culture. Tu vois des chevaux et des vaches au milieu de nulle part, au milieu de la route. Faut savoir qu'au Kirghizistan, donc ils vivent comme en Mongolie, donc c'est-à-dire l'été, ils ont énormément de chevaux, à l'état naturel, ils ont des brebis, des vaches et l'hiver, comme il fait froid, mais ça aussi, c'est impressionnant, soit ils les laissent en pleine montagne. D'ailleurs, tu te dis: «Mais comment ils font pour survivre?» Ou ben, ils descendent le tout, en bas dans les vallées et donc bah, à Bichkek, dans la capitale, tu vois? C'est pas étonnant de trouver des chevaux en état naturel, vivre leur vie au milieu des ronds-points. Puis, pareil au niveau des voitures, tu vois? C'est des voitures des années 60, des vieilles Mercedes, et puis après, bah, tu as encore toute cette chaîne de montagnes qui te poursuit. Donc tu fais 6 heures de route, tu es un peu KO, tu passes entre des moments où tu dors, des moments où tu discutes, puis des moments où en fait juste tu regardes le paysage et puis tu te laisses faire, quoi. Tu commences à être déconnecté et puis attiré par ces hauteurs. On traverse un, un des lacs, c'est le deuxième lac le plus grand du monde, le deuxième lac le plus grand du monde, le lac de Montagne, qui est perché à 1700 mètres d'altitude, grosso modo, et il fait 180 kilomètres de long. C'est impressionnant, tu longes ce lac et donc tu as un lac à ta droite qui est immense. Pour eux, c'est la plus grande réserve d'eau du pays. Sans ce lac, ils sont plus rien. Et donc c'est impressionnant de voir, tu vois, ce paysage aride, toutes ces montagnes tout autour, et puis pouf, un énorme lac que tu longes tout au long. Puis tu arrives tout doucement. Non, et les routes montent très hautes. Enfin, c'est très très haut. Donc, ce qui fait que tu vois, le lac est à 1600, mais à un moment donné, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour juste prendre un café, etc. Et tu étais à 2200 mètres d'altitude. Enfin, je crois que chez nous, je crois pas que ça existe, une aire d'autoroute à 2000 mètres d'altitude, quoi. Euh, ce trajet était très intéressant et puis bah tu vois un petit peu les maisons, tu vois tiens là il y a des yourtes et puis ah bah tiens là c'est le pure installation soviétique. Ils ont dans ce pays ils ont des jeux olympiques, on va dire nomades. Donc c'est pas les mêmes jeux que chez nous. Un des sports un des sports les plus connus, c'est comme du polo, sauf que tu retires la balle, et à la place de la balle, c'est une chèvre morte. Et donc le but du jeu, c'est de bah, choper la chèvre, et puis l'équipe doit mettre la chèvre dans un but qui est un trou. Et bon, tradition exige, c'est que les gagnants, à la fin, mangent la chèvre. Bon, ok, dit comme ça, c'est pas ouf ouf, mais donc ils ont, tout au long de ce lac, ils ont construit des installations ultra modernes pour accueillir ces jeux. Qui a lieu, je crois, tous les 2 ans. Et là, cette année, c'est en Turquie. C'était intéressant, tu vois, de voir tout ça. Et puis, tu arrives à Karakol, une grande ville, mais pas jolie du tout. Tu vois, à la russe totale où les bâtiments sont pas beaux. On est arrivé, il faisait gris, il fait froid. Et on était dans une guest house, donc donc ça c'était très sympa parce que c'est ta première nuit, t'as envie de te reposer parce que tu sais que le lendemain t'es direct dans le dur et là tu découvres, donc on va se faire un gros repas, un gros resto et là on découvre la nourriture kirghize qui est à base de viande et très peu de légumes. Donc, première découverte avec des grosses raviolis à la viande. Et puis en même temps, tu te dis, bah, il fait froid, il y a de la glace partout. Comment ils font pour, tu vois, garder des légumes ou d'autres produits? Et là, tu comprends que, bah, en fait, ils ont pas, à part de la viande, ils ont pas grand-chose d'autre. Il y a énormément de pâtes, de pain. Et ils mettent un petit peu de légumes dedans, mais c'est limité à des pommes de terre, des navets et des carottes. Voilà, donc j'ai mangé ça pendant 15 jours. Donc ensuite, on poursuit, bonne nuit de sommeil, on prépare tout le matériel, et puis le lendemain, on reprend la voiture et direction Jirgalan. Et donc, tu arrives au fin fond d'une vallée, il y a un village, 10 maisons, on dormait chez l'habitant, et de là, c'était un peu notre camp de base pendant 5 jours, où bah, le matin, tu prends tes skis et puis tu pars à l'ascension d'une des montagnes qui est autour. Et il faut savoir que Jirgalan, c'est assez connu, hein, il y a beaucoup de touristes, je pense, que ce soit l'été ou l'hiver, qui vont là-bas pour découvrir cette magnifique vallée. Et cette vallée, en fait, elle se divise en 4 sous-vallées, donc avec des montagnes qui montent à plus de 4000 mètres d'altitude, dont un camp d'Yourte qui est à 3000 mètres. Donc, tu vois, les possibilités d'exploration sont incroyables. Là, en termes d'aventure, bah, tu es en plein dedans.
Niveau sécurité, tu as 0, c'est-à-dire, si tu arrives à un accident, tu pas de secours, tu pas d'hélicoptère qui vient te chercher sous 40 minutes. Et puis, bah, la ville la plus proche qui est Caracol, qui est quand même à plus d'1 heure et demie de route, où la route est pas facile avec des trous partout et une vraie route de montagne. Donc, tu cales, tu vois, ambiance. Et en même temps, il avait neigé juste avant de venir 40 centimètres, donc c'était tout blanc partout, de la neige fraîche. Et en bas, juste derrière le village, tu as des sapins, donc c'était des petites collines avec plein de petits sapins. Puis tu montes cette colline, et puis là, tu as toutes les vallées qui s'ouvrent à toi avec que des montagnes qui vont à 4000 mètres d'altitude. Et puis là, tu te dis, bon, bah voilà, ça c'est mon terrain de jeu pendant 5 jours, et on y va. Et donc, on est arrivé à midi, on a fait une petite rando tranquillou pour justement analyser toutes ces phases, prendre connaissance un peu de la neige, voir un peu le montant neigeux, comment il est, puis prendre connaissance du niveau du groupe, c'est ça qui était important. On avait un guide, un assistant guide pour 8 personnes, c'est énorme. D'habitude, en France, tu n'auras jamais des groupes de 8 personnes avec un guide. Généralement, il faut diviser en deux. Donc, même pour le guide, c'était pas évident de trouver la bonne face, la bonne montagne pour emmener tout le monde en sécurité. Et puis, on a découvert cet endroit tous ensemble. Et puis le soir, on est retourné du coup dans la maison. Donc, on dormait chez l'habitant. C'était un couple qui a mis en place, on va dire, qui avait beaucoup de chambres, qui a une grande maison, et donc on logeait dedans. Ils nous préparaient le dîner, le petit déjeuner. Ils avaient 2 enfants, 2 petits bouts de chou de 2 ans, très 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 adorables. Et puis, bah, ils accueillaient tout au long de l'hiver des skieurs. Ils vivaient de ça. Donc, ça permet également de voir, tu vois, enfin, c'était la première destination, et donc du coup la première étape du séjour, pardon, et donc également de voir comment ils vivent l'hiver, vu que bah, c'est assez rude. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent dans ce village. Et puis après, bah, il y a tout l'aspect sportif. Et puis, petite particularité, c'est que, alors tu vois, c'est essentiellement que des fermiers. Il y a une dizaine de maisons, quelques yourtes, et un camp Red Bull. Donc ça, c'était improbable. C'est un camp Red Bull, mais c'est privé, hein. C'est des mecs en fait qui proposaient à la journée de prendre des motoneiges et des ratracts et de t'emmener à 3000, 3005 sur des zones un peu réservées. Ils ont un peu, comment on dit, sont un peu organisés entre les guides pour laisser les zones pures ski de randonnée où ils vont pas nous déranger, et puis une zone où eux, bon, ils peuvent jouer dedans, et emmener des gens qui veulent faire que du freeride. Alors, c'est pas du tout écolo responsable, parce que tu dépenses du pétrole, quoi. Mais voilà, c'était intéressant parce que nous, on avait une personne dans notre groupe qui s'était fait une hernie discale, ou un début d'hernie discale avant de venir. Il est quand même venu et il a essayé de la rando, ça allait pas. Et ben, heureusement qu'il y avait ces excursions en motoneige et en ratrac, parce que pendant 4 jours, il a quand même pu profiter de la région en faisant des sorties avec eux. Sinon, le pauvre, il aurait été bloqué dans le village à rien faire pendant 4 jours. Voilà, le début de notre séjour a commencé comme ça, avec la découverte de ce village et de Girgalan. Et puis après, il y a eu plein de choses. La chance qu'on a eue, c'était de pouvoir loger chez l'habitant pendant ces quelques jours. Euh, on m'avait prévenu que les Kirghizes, ils sont très froids, tu vois, d'apparence. En même temps, c'est un pays froid, mais ils sont énormément accueillants. Et c'est juste, c'est fabuleux d'avoir cet état d'esprit, c'est-à-dire quand ils t'accueillent chez eux, le dîner, c'est l'enfer, parce que pour eux, il faut que tu manges. Il faut un bon accueil, c'est sur la table, il faut que les plateaux soient garnis, et que tu sois au chaud, et que tu manges bien, et que tu sois content, que tu rigoles, et qu'il y ait une bonne ambiance. Et c'est vrai que pendant 5 jours, tu vois, on a eu cet accueil-là tous les soirs, tous les matins, où en fait on a trop mangé, on n'était même plus habitué à manger autant, et c'est quand même de la nourriture un peu grasse, etc. Parce que justement, bah, les personnes qui nous accueillaient avaient à cœur de préparer tout ça. Donc tu te poses un petit peu, puis tu regardes comment ils fonctionnent, et c'est là où tu as un choc de culture, parce que en fait les femmes étaient du matin au soir au fourneau.
Le matin, elle préparait le petit déjeuner. Une fois que le petit déjeuner était terminé, bah, elle rangeait un petit peu la maison, elle s'occupait des enfants. Donc quand je dis les femmes, c'est qu'en fait, il y avait donc l'épouse du propriétaire et puis la maman du propriétaire. Bah, c'était ces deux personnes-là qui s'occupaient, qui faisaient à manger tous les jours. Et moi, ça m'a choqué parce que, en fait, tu sais, la première fois, tu te dis, bon, d'accord, je comprends, on vient d'arriver, elle prépare un super repas, d'accord. Mais en fait, au bout de 2, 3 jours, tu te dis, mais attends, elles font ça tous les jours, quoi. Et puis quand on est passé chez d'autres personnes, chez l'habitant, bah, c'est pareil. Et donc, je comprenais pas trop. Au début, je me dis, mais attends, son mari, il fait quoi? Là, en l'occurrence, ils sont pas bergers, ils sont pas fermiers, ils accueillent juste des gens. Mais en fait, c'est leur culture. Leur culture, c'est vraiment les femmes sont au fourneau et elles font à manger. Et éventuellement, le mari, bah, quand il a fini ses tâches ou s'il est fermier, après avoir aidé après avoir donné à manger aux bêtes, ben, il peut un petit peu aider, mais son mari, je l'ai jamais vu au fourneau. Par contre, quand il fallait mettre les gros sacs sur le camion, là, il était là et, et il nous a aidés. Mais donc c'était assez surprenant. Euh, et puis, il y a un côté énormément bienveillant. Il y avait plusieurs personnes qui, au bout de quelques jours, étaient tombées malades. Et en fait, ben, elles prenaient à cœur, elles essayaient de lui donner des médicaments, savoir si ça allait, qu'est-ce qu'il voulait manger. Enfin, donc c'est ça qui, enfin, moi ça m'a touché. Ça m'a touché en me disant mince, par rapport à notre système chez nous en Europe, et ben ils sont vachement reculés. La place des femmes, je pense que c'est un vrai débat. Et en même temps, quand tu les regardes, enfin, elles sont pas malheureuses, elles se plaignent pas. Et je pense qu'elles ont juste de l'habitude que c'est leur culture, c'est leur manière de fonctionner. Et ça leur convient. C'est juste que nous, comme on est tellement avancé, la place des femmes est tellement importante, on est tellement sur une vision aujourd'hui égalitaire que enfin, moi, ça m'a marqué, tu vois, de te dire, mais attends, mec, enfin, je sais pas, à un moment donné, aide-les. Même moi, à un moment donné, j'y suis allé parce que j'en avais marre de juste jouer au Uno et boire des bières. Et ça me faisait de la peine de les voir autant travailler, de préparer à manger, et personne ne les aidait. Donc ça, c'était, on va dire, la première, premier choc culturel. Et puis, moi, le soir, tu vois, je restais un peu tard et puis je notais un petit peu dans un bouquin que d'ailleurs on m'avait offert pour que je note un petit peu ce que j'ai vécu durant la journée. Et puis en fait, la maman du propriétaire restait aussi tard. Et c'était trop mignon parce qu'en fait, bah, quand il y avait personne, elle prenait son téléphone portable et puis elle essayait d'apprendre l'anglais. Donc elle avait une application et elle faisait du pain le soir et à côté, bah, du coup, le temps que le pain chauffe, elle apprenait l'anglais, puis elle essayait de parler et puis tu vois, au bout de 2, 3 jours, elle est venue me voir et elle essayait de parler anglais. Donc il y avait encore une fois une barrière de la langue. Personne ne parlait anglais, essentiellement que russe. Donc nous, dans le groupe, on a eu de la chance d'avoir une personne qui parle russe et notre interprète. Donc la communication avec le reste du groupe, clairement, c'est zéro. Et bah du coup, elle est mamie pour le coup. Donc cette mamie elle voulait parler anglais, donc et je pense qu'elle avait peur de faire des erreurs, de pas tester. Et moi, j'ai trouvé ça adorable qu'elle vienne me voir le soir parce que j'étais aussi tout seul et qu'elle me pose des questions sur ma vie en anglais et que malgré les fautes, malgré l'absence de mots, etc., on ait réussi à échanger. Et puis je lui disais, tu vois, à la fin, que fallait qu'elle continue parce que c'est comme ça que bah, elle va s'ouvrir au monde, qu'elle va s'ouvrir à d'autres personnes. Et quand ton métier, c'est d'accueillir les touristes, je trouve ça hyper important de pouvoir parler anglais. Mais voilà, encore un truc chez nous, ça se pose pas la question. On va à l'école, on apprend plusieurs langues, que ce soit l'espagnol, l'anglais, l'allemand. Bah, eux, non. Enfin, à l'école, ils apprennent le kirghize et le russe. Donc, les gens, toute la partie du monde, l'autre partie du monde qui ne parle pas russe, bah, c'est même, par exemple, t'es espagnol, tu parles que espagnol, italien, tu parles pas anglais, tu parles pas allemand et tu parles pas russe, mais en fait, t'as pas de communication avec eux. Donc voilà, ça c'était des éléments qui m'ont un petit peu marqué. Et puis au-delà de ça, tu vois, dans ce village, c'était très drôle. Les vaches se promènent dans la rue, elles sont en liberté. Tu vois des femmes qui, en plus de s'occuper de la maison et de la nourriture, vont s'occuper des bêtes.
Et en fait, les hommes ont plus des tâches de réparer la maison, de mettre en place les yourtes. Et je crois même que j'ai eu l'impression qu'en fait, l'hiver, ben, il fait tellement froid que les hommes travaillent que quelques heures et puis le reste du temps, ben, ils restent au chaud. Bon, voilà, c'est une culture qui est vraiment, vraiment différente. Ils sont sur le principe, les Kirghizes, une grande partie sont musulmans, donc certains pourraient assimiler ça à la religion, mais en fait pas du tout. C'est vraiment leur manière de vivre et ça n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, on s'est posé la question s'ils étaient vraiment musulmans, parce qu'on les a jamais vus vraiment aller à la prière ou quoi que ce soit. Et puis, c'est un pays qui est vraiment divisé par cette culture mongole et russe et musulmane. Donc, il y a un mix des trois et il n'y a pas enfin, une vraie imprégnation, on va dire, de style de vie qui est lié à la religion. Un autre aspect qui m'a marqué, c'est que quand je suis parti au Kyrgyzstan, j'ai voulu emmener avec moi des stylos, des chaussettes, des crayons, enfin, des crayons, des trucs pour les enfants. Parce que ne connaissant pas le pays, mais sachant que c'est un pays quand même relativement pauvre, je me suis dit, ils ont peut-être pas grand-chose, donc amène un peu des trucs avec toi pour leur donner. Et bah, du coup, dans la maison où on était, donc il y avait 2 petits enfants de 3 ans, et un soir, j'avais perdu tu vois, mon stylo pour écrire et je lui demande: «Est-ce que vous avez un stylo?» Et en fait, bah, pendant 10 minutes, elle a cherché un crayon et elles avaient pas de crayon. Donc on a retrouvé mon stylo, puis là je me suis dit: «Waouh, OK». Donc même chez eux, là, maintenant, en fait, les gamins, s'ils veulent dessiner, vu que tu arrives sur 3-4 ans, bah, c'est le moment où les gamins dessinent, bah là non, en fait, ils peuvent pas. Donc je leur ai donné ce que j'avais apporté et en fait, les gamins, ils sont devenus fous. C'est-à-dire, ils ont découvert des stylos, des crayons, des petits livres. Il y avait j'avais amené un livre, tu vois, où tu pouvais reprendre des oursons et en mode calque et tu pouvais dessiner. Et en fait, ils ont passé pendant 4 heures surexcités à découvrir ce que je leur avais ramené. Donc moi, ça m'avait vachement touché. J'étais très content. Mais j'étais en même temps triste parce que tu te dis, bah, voilà, tu au fin fond d'une vallée et puis en fait les enfants n'ont pas la même chance que nous on a en Europe, d'avoir en fait tout à disposition et eux, ben, pour jouer, tu vois, le soir, mais c'est pareil, c'est ouf. Donc ils ont pas de stylo, ils ont pas de bouquin, mais par contre la maman a un iPhone. Donc pour, occuper les gamins, ben, on leur mettait, des dessins animés via la connexion et puis les gamins en mangeant, ils regardaient le dessin animé. Et tu vois, je comprenais pas. Je me dis: «Mais le la barrière, elle est énorme, enfin, achetez des bouquins, cultivez vos enfants, apprenez-les quelque chose au lieu de les mettre devant un écran et de regarder des dessins animés». Et partout où on allait, effectivement, il y avait pas cette culture qu'on pouvait avoir de, bouquins, de raconter des histoires aux enfants, de les voir dessiner et cetera. Et donc c'est intéressant de le voir. En même temps, moi, je trouve ça me rendait un peu triste. Et d'un autre côté, tu vois, j'ai presque envie de dire, en fait, à tous les touristes qui vont découvrir le Kyrgyzstan, que bah, un peu amener des choses avec vous, des choses que vous avez à la maison qui sont pas que vous n'utilisez plus, parce que ben eux en ont besoin et ça leur permet aussi de découvrir de nouvelles choses et de ouvrir leur esprit. Voilà, c'était c'était le moment, le petit moment où j'étais content d'avoir d'avoir trimballé avec moi des petits trucs pour les enfants et en même temps de te dire: «Bah, merde, on n'a pas la même éducation et on grandit pas dans le même, tu vois, dans les mêmes structures». C'est assez incroyable. Donc après cette première nuit, à Jirgalan, donc tu vois, on prend quand même, on n'a même pas encore parlé d'aspect sportif, hein, mais tu prends quand même, une vraie découverte du pays, un choc de culture, tu découvres énormément de choses, et en plus des gens du groupe, du guide, de l'interprète, en l'espace de 2-3 jours, tu as juste, voyagé, mais tu as vu plein de choses et tu as rencontré plein de monde et surtout ça t'a fait prendre conscience de certaines choses et tu t'ouvres aussi, l'esprit sur d'autres choses et donc ça permet enfin, c'est une petite transition
raconter les débuts de l'aventure. Donc le lendemain, on est vraiment parti là dans le dur. On a visé, en fait, on y allait tranquille. On a visé des sommets qui étaient plutôt accessibles. On était sur du 3300, 3400 mètres d'altitude. On s'est fait du 1000 mètres de dénivelé en tout, avec une partie où tu montes, tu descends un petit peu, tu pique-niques, tu remontes, tu t'analyses un petit peu encore les faces, les possibilités, puis tu redescends dans des grands vallons hyper enneigés, il faisait super beau, donc c'était chouette. Notre guide était toujours devant, donc tu vois, il faisait des coupes, il analysait le manteau neigeux, il rassurait aussi le groupe, donc il était très professionnel là-dessus, rien à dire. Donc c'était un moniteur qui s'appelle Misha. C'est un moniteur russe qui est devenu guide international, parce qu'au Kyrgyzstan, c'est une information qui est importante, c'est qu'il n'existe pas, contrairement en France ou en Suisse, des guides locaux, c'est-à-dire des guides nationaux. Il n'y a pas de structure. D'ailleurs, il n'y a même pas non plus de secouristes de haute montagne. Ils n'ont pas mis en place de structure non plus. Ce qui est hallucinant, parce qu'il faut savoir qu'au Kyrgyzstan, il y a quand même deux sommets à plus de 7000, dont le pic Lénine qui est à 7006. Et tu as énormément de personnes qui vont gravir ou chercher à gravir le pic Lénine. Notre guide, par exemple, pour vous donner vraiment son niveau, donc au-delà du fait qu'il est déjà allé faire des gros sommets à plus de 8000, il a skié en hiver 6 fois le pic Lénine. Donc tu te dis, le mec, ok, t'es pas avec un petit guide local, quoi. T'es sur l'un des meilleurs sur la planète. Donc c'était hyper intéressant de bénéficier un petit peu de son expérience. Et puis nous, on a beaucoup échangé parce que ben, de par mon expérience de freeride et un petit peu de haute montagne, on a pu beaucoup échanger, on a beaucoup analysé ensemble les faces et c'était très intéressant et aussi réconfortant pour moi de voir qu'à chaque fois on avait un petit peu la même analyse. Donc moi, ça me réconfortait en me disant, ok, je suis pas complètement débile dans mes choix et dans mon analyse. Quand tu le partages avec un mec qui, il a quoi, je dirais 40, entre 45 et 50 ans, où il a vécu 10 fois plus de choses que toi et des situations 10 fois plus compliquées, c'est toujours chouette de te réconforter en te disant, ok, pour le moment, mes choix et mes analyses sont conformes avec un mec qui a plus de bagages que toi et finalement, bah, tu fais pas d'erreur. Et le soir, donc vers 16 heures, le groupe était un peu mort, ce qui est un peu normal parce que t'as les jours de voyage dans la tête, t'es un peu fatigué, t'as pas très bien dormi. On a quand même fait 1000 D+, dans la journée. Mais avec Micha, on avait repéré des faces et je lui disais, ça te dit, on va les chercher, il est que 16 heures, le soleil se couche à 18 heures. Et il me dit, ok, donc en fait, son assistant guide redescend le groupe et puis nous, on part tous les deux. Et c'est vraiment à la mode russe, c'est-à-dire, ce guide est hallucinant, c'est que en termes de rythme, tu penses qu'il va mettre, le mec, il a la patate, il va te mettre la montée, il te la fait en 1 heure, il te lâche, mais en fait, pas du tout. Lui, il y va progressivement, il fait très peu de pauses, et surtout, il parle pas. Donc, tu peux monter 8 heures avec lui, ben, pendant 8 heures, à part te dire, ça va, pause, skin off, skin on, voilà, ça se limite à quelques mots. Donc tu as intérêt d'avoir un peu de musique parce que sinon tu te sens seul. Mais d'un côté, c'est pas mal parce que tu sais, durant tes montées, bah là, tu réfléchis sur toi-même, tu réfléchis à la vie, tu réfléchis à plein de trucs différents. Bah, parce qu'en fait, le mec avec qui t'accompagne, bah, il parle pas. Donc tu te dis, je me suis dit, imagine, tu vas faire un 7000 avec lui, tu es dans la tente juste avec lui, bah, putain, tu te sens seul, quoi. Euh, donc voilà pour, pour le personnage. Mais sinon, sinon c'était cool parce qu'on est partis tous les deux. On s'est chopé une belle face en plus à 3000 mètres d'altitude. On a commencé l'ascension bon, on a commencé un peu haut, on était à 2008, mais tu vois, on a commencé à 16 heures, on a fini, il était 18 heures. Et en fait, une autre anecdote, je me suis senti tellement nul parce que donc on était tous les deux hors du groupe. Je me dis, le mec il va un peu me tester parce qu'il sait que bah, j'ai un gros niveau. Et en fait, il était fatigué de la journée. On était dans de la grosse poudreuse et quand tu fais tes traces dans la poudreuse, ben c'est physique, c'est lourd. Et à un moment donné, je le voyais, il restait là, il reste à la moitié. Je l'ai vu, il était fatigué. J'ai dit, écoute, je prends le relais, je passe devant. Il me dit, ok, je passe devant et 50 mètres avant le sommet, j'ai
en fait, j'ai mes peaux qui ont un peu gelé et en marchant, j'ai ma peau droite qui décolle totalement et du coup, je me retrouve, ben, comme un teubé à ne plus pouvoir avancer parce que, ma peau a pris la neige au niveau de la colle, donc elle collait plus et j'étais là: «Bah, désolé Micha, en fait, là, c'est mort pour moi, c'est le la journée est finie, il faut que je descende parce que je peux plus monter». Donc je l'ai laissé monter, mais je me suis senti, vraiment nul parce que tu te dis: «Bah, merde, j'ai pas assez». Enfin, c'est une mauvaise gestion de ma part sur, le fait que quand tu décolles, recolles tes peaux, il faut que tu fasses attention à ce qu'il y ait pas de neige sur la colle, il faut faire attention que ce soit pas humide et cetera et j'ai dû, par la précipitation, mettre un peu de neige en recollant mes peaux et comme il faisait, à 17 heures, il commençait à faire -20, bah et qu'il y avait que de la poudre, ça a dû s'infiltrer et voilà. Donc il m'a regardé en mode, «Bon, bah, le petit jeune, il est pas au top du top quand même». Mais c'est pas grave, on est redescendu, on a fait une belle descente, premier coucher de soleil, puis ouais, après, repos et cetera. Une bonne nuit de sommeil et le lendemain, on repartait sur un gros, gros sommet, une belle ascension sur un autre côté de la vallée de Jirgalan et le matin, il me dit: «William, il y a une info importante, il y a un Français qui est parti hier tout seul». Il a juste pris ses skis, il a laissé ses affaires dans il était dans une chambre d'hôte chez l'habitant, une autre maison à côté et en fait, c'est les propriétaires qui ont averti que, bah, le Français, il est pas revenu. Il y a ses affaires et il y a pas ses skis, il est, ben, techniquement porté disparu. Il me dit ça au petit-déj à 8h, ambiance, tu vois? Avant de partir, sur une ascension. Je me dis: «J'espère que le groupe», enfin, c'est un peu une info que tu as pas envie de diffuser à tout le monde parce que moi, j'avais peur que les gens du groupe commencent un petit peu à paniquer ou qui du coup, ben, comme tu es au milieu de nulle part et que la notion de sécurité est hyper importante, et qu'il y a des très belles choses un peu engagées à aller chercher, bah, j'avais peur que le groupe, tu vois, il n'ait pas du tout envie d'aller faire de l'engagement aujourd'hui et qu'on fasse sur de la petite promenade tranquille. Ce que je peux comprendre parce que t'es pas là non plus pour risquer ta vie. Bon, le petit déjeuner passe, tout le monde se prépare. Finalement, l'info est diffusée à tout le monde. Donc pas super cool et on commence notre rando et en fait, je discute avec le guide et je lui dis, en fait, je me suis senti super mal de commencer ma randonnée en mode: «On a un objectif aujourd'hui, on va choper ce sommet, il fait grand beau, on a pris notre pique-nique, pas de souci, mais tu as un Français qui est juste disparu» et moi, ça m'a rendu fou. Je suis allé voir le guide, j'ai dit: «Mais attends, enfin, je comprends pas, rien que dans le groupe, on est à peu près, 4 bons skieurs, on a tous des compétences en recherche d'avalanche. Écoute, Micha, on fait 2 équipes, on se divise en fait par secteur et puis on va essayer de rechercher le type et on n'était pas le seul groupe dans le village. Il devait avoir, il y avait un bah, je parlais des Espagnols que j'ai rencontrés à l'aéroport. Ils étaient là aussi dans une autre maison qu'on avait croisée et le matin, il y avait des Hollandais avec leur guide qui partaient au camp de base, de Yourt à 3000 mètres d'altitude. Plus le camp Red Bull avec les motoneiges et les ratraques. Moi, je me suis dit: «Mais attends, tu prends, tu 3 guides de haute montagne, 3 groupes, tu prends deux trois skieurs, 2 bons skieurs, tu divises en secteurs, tu vas voir les camps Red Bull, tu leur dis: "Écoutez, aujourd'hui, vous arrêtez vos excursions à la journée, on part en motoneige et puis on va vite chercher, enfin, on va vite rejoindre les différentes ouvertures de vallée et puis on va voir si on trouve un truc"». Et le mec me dit: «Oui, bah, tu as raison, tu peux y aller si tu veux, mais moi je peux pas, je prends en charge le groupe et puis surtout, en fait, le Français quand il est parti, il a donné aucune information». Alors ce qui est strictement débile, hein. Autant beaucoup de personnes en écoutant ça vont me dire, «Oui, alors déjà, 1re débilité, partir seul et deuxième débilité, ne pas dire où tu vas». Et tout est relatif parce tu connais pas le niveau de la personne. C'est pas parce que tu pars seul que c'est totalement débile. Par contre, si tu pars seul, moi je le fais régulièrement, tu donnes tes positions, tu dis où tu vas et tu restes en contact radio ou en contact avec quelqu'un pour être sûr qu'il se passe rien dans la journée, quoi. Et là, en fait, à Jirgalan, donc au niveau du village, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça se divise en 4, 5, 6 vallées de montagnes derrière le village et ça s'ouvre, en fait, ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc le mec pouvait être partout et donc il y a aucun secours qui ont été mis en place parce qu'on ne savait pas par où commencer. Moi, personnellement, ça m'a rendu fou, mais bon, moi tout seul, je pouvais pas faire grand-chose et le guide a pris la décision de dire: «On attend que les secours arrivent et on voit avec eux». Il était 9h le matin, le mec était parti la veille, les secours avaient toujours rien pris en main
tu te dis, moi je savais déjà que le français, en fait, à mon avis, c'était mort pour lui, quoi. On fait notre rando et puis en fait, à arriver on va dire à la moitié de la rando, tu as une grande partie du groupe qui en avait un peu marre. Le guide décide de partir sur, une vallée, on va dire, à droite, remonter, puis de redescendre jusqu'au village. Et moi, je lui dis: «Écoute, il y a un sommet là qui m'intéresse, j'ai envie d'y aller, est-ce que ça te va? On reste en contact radio, tu as une visu de l'autre côté s'il m'arrive quelque chose, mais il y a pas de raison, on avait analysé le terrain». Il me dit: «OK». Donc ça, c'était voilà, une autre anecdote, c'était trop cool, c'est que j'ai pu, il m'a fait confiance et je suis parti en solo, on va dire, hem, 500 m de D+, à faire en plus et pour arriver à un sommet à 3600 mètres d'altitude. Donc assez cool, d'avoir réussi tout ça en montant sur les crêtes, donc très peu enfin, en termes de risque, j'en ai pas pris des masses et puis j'arrive en haut, il était 16h30, 17h. J'étais toujours en contact radio, constante avec le guide. Je voyais le groupe justement, tu vois, la partie droite juste derrière en fait, j'étais au sommet, puis derrière tu as une autre vallée qui descend sur le village, puis lui il avait une visu sur moi, et puis moi j'avais une visu continue sur le groupe et moi, je suis au sommet, puis eux descendent, donc pas de souci. Et arrivé au sommet, je découvre, du coup les hauteurs, c'est sublime, il fait beau et en face de moi, je vois, bah, du coup, c'est une des montagnes qui était au-dessus du groupe. Je vois une belle face assez pentue, puis je me dis: «Ah tiens, une avalanche». Puis tu sais, je continue, je regarde un peu plus, puis là, je vois une trace en fait au sommet de la montagne qui commence à descendre sur la partie droite et puis paf, tu as une énorme cassure et là je vois la trace de ski sur le côté qui continue puis plus rien. Et je fais tout de suite un lien en fait avec le Français qui a disparu, la veille en me disant: «Putain, il y a qu'une trace, l'avalanche elle est pas, épais» et en termes de profondeur au Kirghizistan, c'est pas énorme. C'est-à-dire tu as, je dirais, 70 centimètres de neige, mais elle était plutôt large. Donc en fait, si ça part, tu te retrouves pas dans 5 mètres de neige totalement enseveli, mais bon, tu peux potentiellement te faire très mal. Hem, je préviens, le guide que je redescends, il est 17h et en fait, dans mon esprit, je me tâte à me dire: «Soit déjà tu es arrivé en haut, il s'est rien passé, tout est nickel, là il faut que tu assures la descente en sécurité pour qu'il se passe rien pour toi». Tu kiffes parce qu'il y aura le coucher du soleil et cetera, puis voilà, tu arrives en bas, tu vas boire un coup. Il y a une partie de moi qui me dit: «Mais en fait, putain, là, du sommet, je pouvais pas y aller». Il y avait, barre rocheuse, de l'autre côté, je pouvais pas y aller, mais je pouvais descendre tranquillement, basculer à gauche et remonter en bas de la face pour aller voir s'il y a le Français ou s'il y a quelqu'un, quoi. Et en fait, je me dis, il est 17h, mon guide va s'inquiéter, le groupe va s'inquiéter, j'ai pas envie que les gens s'inquiètent pour moi, déjà que je suis parti tout seul là-haut. Donc je décide de redescendre tranquillement. Je redescends, je kiffe mon coucher de soleil, j'arrive vers, 17h45 en bas du village. Je m'arrête au camp Red Bull parce qu'il y avait il y avait un bar, voilà, donc je me dis: «Ah, j'ai pas fait tout ça quand même, j'en ai un peu bavé», donc je me pose un peu, je bois un coup, je discute avec les gens et je repars, vers la maison et là, je vois les secouristes qui arrivent. Incroyable! Il y a 2 mecs dans une vieille Mercedes des années 60, ils s'arrêtent, ils ouvrent la porte et il dit, «Ah, c'est toi le Français qui a disparu?» Je dis: «Ah non, bah non, j'ai pas disparu, non, non, mais je suis bien français, mais c'est pas moi». Et dans ma tête, je me dis: «Mais ils sont sérieux les types?» Ça donc là, il a disparu techniquement la veille, il était 18h30. Les mecs, ils sont toujours pas en tenue de recherche. Ils sont juste en train de tourner dans le village pour savoir où tu es. Et donc je retourne à la maison, je vois Misha et là, je lui montre en fait les vidéos que j'ai pris, les vidéos de la face, les photos. On transmet tout à l'équipe de secours et je lui dis: «Écoute Misha, moi je suis prêt à repartir, si tu m'accompagnes et on y va». Forcément, ben non, on a transmis à l'équipe de secours, on va les laisser, prendre le relais. Bon, OK, très bien. Le lendemain, nouvelle journée, on était censé partir en fait, sur une autre, de descendre, faire une autre vallée et le soir on dormait de nouveau à Caracol pour repartir, reprendre de la route, retraverser le lac et aller dans un autre endroit. Et ça c'est un élément important de mon séjour c'est là où tu te rends compte qu'il se passe énormément de choses dans un séjour même, je pensais pas qu'il allait se passer autant de choses dans ce séjour-là et que j'allais rencontrer autant de monde. Le matin, en partant, en chargeant la voiture, il y a 2 types que je connais pas,
qui chargent aussi et en fait qui nous accompagnent parce qu'ils vont aussi dormir à Caracol. Il s'agissait d'un moniteur de ski suisse qui s'appelle Kita, Mathias, qui vient du Tessin, et Marlène, un jeune Kirghiz. Et en fait, Mathias était là via une association suisse qui viennent former les moniteurs kirghizes. Une fois par an, ils viennent pendant 3 semaines, ils les forment du côté de Bichkek parce qu'il y a une station de ski, et puis grâce à cette formation suisse, en fait, ils peuvent potentiellement commencer à suivre la formation de guide international sur, plus de 3 ans, 3-4 ans. Et donc Marlène était déjà moniteur de ski suisse pour les enfants. Il était là pour justement finir une accréditation supplémentaire qui lui permettrait de rentrer en tant que aspirant guide international. Et on parle de ce qui s'était passé, on parle du fait que j'ai découvert un peu potentiellement le lieu de l'accident, le fait qu'il y a toujours rien qui s'est passé. Et là, tu as un 4x4 de la sécurité civile qui débarque avec 6 secouristes. Et là, tu vois les types, et là, tu te dis, oh là là, bon, en fait, là, clairement, le temps qu'ils arrivent à le retrouver, enfin, même si le type, tu vois, il était potentiellement vivant, ou il s'est juste fait mal à la jambe, etc., le soir, il fait moins 20 degrés, ça fait déjà 2, voire 3 nuits qu'il est là-dedans. Moi, je voyais pas d'espoir. Et en fait, tu vois les mecs, comment ils sont équipés. C'était une tenue militaire des années 80. Je suis même pas sûr qu'ils avaient une sonde, tu vois, et tu te dis, waouh, ok, donc on est vraiment sur une structure où enfin, il y a rien qui est justement structuré, il y a rien les mecs sont pas formés, et en matière de rapidité, ben, on n'est pas bon si tu compares par rapport à la France ou la Suisse où les hélicos ils décollent et ils viennent te chercher, quoi. Le lendemain, c'était un peu bizarre ce décor. Nous, on part, on laisse les secours prendre la relève. Du coup, je m'entends super bien avec Mathias et Marlène, et on décide de faire tous les trois une ascension, et le groupe eux, font autre chose, mais dans le même secteur. Et là, c'est un peu une nouvelle amitié qui se met en place parce qu'on discute beaucoup, on s'entend super bien. Avec Mathias, on va un peu skier dans les mêmes endroits en Suisse. Et Marlène, ils ont tous les deux 27-28 ans. Et Marlène, l'apprenti guide kirghize, ben, il a un bon niveau, il est hyper gentil et il est super souriant. Et en fait, on arrive à faire notre sommet, encore une superbe journée. On ride, tu vois, un vallon il n'y avait pas de traces, il n'y avait personne. Donc, super cool. Et on retrouve le groupe et le guide, et puis là, on apprend que effectivement les secouristes ont trouvé le Français en bas de l'avalanche que j'avais repéré. Et c'était un homme de 52 ans. Et voilà, donc un peu triste. Tu vois, tu commences ton séjour avec un peu une mauvaise nouvelle, mais en même temps, quand tu pars dans ce genre de pays, ou même si tu vas au Pakistan ou un autre pays qui finit en an et avec des gros sommets, tu sais que le risque de décès, enfin, d'accident, ben, est potentiel et que ça peut arriver. Donc il faut aussi réussir à passer outre et accepter aussi que le pays fonctionne comme ça, et que à toi de. Après, c'est ta propre sécurité aussi, donc c'est à toi de faire attention et de te dire, bon, t'es pas là pour risquer ta vie, continue ton séjour, profite et fais des belles choses, mais en sécurité. Parce que voilà, tu sais que s'il arrive quelque chose, bah, tu l'as vécu, tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui va venir te chercher dans la minute, quoi. Et puis à la fin, en fait, je discute beaucoup avec Marlène, le jeune Kirghiz, et puis je lui dis, écoute Marlène, j'ai prévu de passer 4-5 jours tout seul, enfin, une fois que le groupe s'en va. Est-ce que ça t'intéresse est-ce que tu es dispo, ça t'intéresse de venir avec moi, explorer un petit peu dans des endroits que personne n'a raidé? Et puis il me dit, ouais, pourquoi pas, normalement je devrais être dispo, je te redis. Et nous, on poursuit notre route. Et on change progressivement en fait de vallée jusqu'à aller dans la vallée de Souzamir. Donc du nord-ouest, on rebascule au niveau du lac, on retraverse tout le lac et on rebascule sur le nord-est et dans une autre vallée. Et là, durant il se passe 3 jours dans ce changement de vallée où on s'arrête à chaque fois sur des petites vallées. Il fait pas très beau, donc on passe 2-3 jours de mauvais temps. Mais entre-temps, il se passe beaucoup de choses. Déjà, première nuit en yourte, donc tu découvres la vie en yourte qui est assez extraordinaire.
on pense que moi je me suis dit en yourte on va mourir de froid, il fait -20, il y a pas de chauffage, il y a rien et en fait, bah, pas du tout. Comme tout le pays chauffe au charbon, bah, tu as un petit poêle et dedans tu mets du charbon et donc on est arrivé dans notre yourte, il faisait 40 degrés. On a tel point il faisait tellement chaud qu'on a dû, laisser ouvert la yourte pendant 1 heure pour que tu aies un petit peu la chaleur, qui s'évapore, mais en fait elle s'évapore pas parce que, bah, le charbon est tellement fort que ça chauffe en continu, jusqu'à qu'il y ait plus de charbon et là par contre ça caille vraiment. Mais tu vois, on a mis un charbon à 22 heures, il s'est éteint à 6 heures du matin. Donc le temps que ta yourte elle se refroidisse, à 8 heures, il faisait, peut-être 15 degrés dans la yourte. Donc c'était une belle expérience, je conseille, c'est très chouette. On a également fait, 1 alors c'est comme en Mongolie, le cheval est imprégné. Enfin pour eux, la voiture à la limite, c'est rien, tout le monde se balade à cheval. C'est assez incroyable. Les enfants, ils ont, 3-4 ans, ils sont déjà sur des chevaux. Hem, L'image du cheval est très marquée. Je pense que, là-bas, si tu dois être un bon cavalier et si tu es un bon cavalier, tu es, renommé, réputé et donc les enfants, dès le plus jeune âge, ils savent monter. Une grande partie des personnes ont des chevaux et puis grâce à ça, ils peuvent aller chasser, ils peuvent s'occuper des bêtes. Donc tu passes dans des villages où il y a plus de chevaux que de voitures. Donc c'est assez et là, on a passé un col à 3 000 mètres d'altitude et on a dormi chez l'habitant. On devait être à 2 800 mètres d'altitude et puis, bah, là, on prend les chevaux et puis on va se balader dans cette nature et là, c'est fabuleux. J'avais, je suis pas un grand cavalier, mais, tu vois, j'avais déjà fait des petites balades à cheval, en Espagne ou ailleurs ou au Maroc et là, c'est pas pareil. C'est parce que tu en pleine nature, en plein hiver, en plein milieu de la montagne, dans un paysage fabuleux et puis tu as des chevaux kirghizes qui sont hyper énergiques et là on part au galop et ça te crée un sentiment, tu te sens extrêmement vivant, c'est assez fabuleux, et le cheval, je trouve, tu vois, il est réconfortant. C'est-à-dire, j'aurais pu garder le cheval le reste de mon séjour et à la base, c'était ce qu'on devait faire. On devait prendre les chevaux 2-3 jours, dormir en yourte et en fait, tu fais des approches à cheval parce qu'au Kirghizistan, tu as quand même beaucoup de grands plateaux et ensuite, boum, tu as ta montagne qui monte et bah, soit tu fais ton grand plateau, bah, à ski de rando, c'est ce qu'on a fait pendant les 5 derniers jours, soit tu prends ton cheval et puis du coup tu fais ce plateau avec ton cheval et j'avoue c'est une aide qui est assez incroyable et une expérience incroyable parce que tu es en connexion avec ton cheval et puis, bah, tu vous avez sûrement déjà vu, il y a eu pas mal de films de montagne où justement, il y en a qui sont j'en ai un en tête, il était au Pakistan, il avait son compagnon, je crois que c'était un cheval ou un âne, je sais plus, un des 2 enfin, il s'est passé plein de choses durant son aventure et à un moment donné, son cheval, je crois, trébuche sur un caillou et malheureusement, il décède. Et c'était une tristesse profonde, mais parce que en fait, ça faisait 3-4 mois qu'il était avec lui et qu'il était partout. Et au-delà de l'aide de l'aspect logistique, ça devient presque un ami, quoi. Et donc moi je l'ai vraiment ressenti, mais pas que moi, hein, je pense que tout le groupe, on a tous ressenti, cet aspect-là et le respect profond qui est accordé à ces chevaux, dans ce genre de pays, l'importance et son rôle, crucial et ça c'était vraiment, très chouette de le voir parce qu'on connaît tous la Mongolie pour ce genre de choses ou les fameux itinéraires et les voyages qui sont proposés là-bas. Au Kirghizistan, on l'a un peu moins, mais en fait, c'est exactement pareil. Et pareil tu vois, les aigles, en Mongolie, ils utilisent beaucoup les aigles pour chasser, et cetera. Bah, au Kirghizistan, c'est exactement pareil. Donc tu retrouves cette imprégnation et cette culture mongole au Kirghizistan, et c'était ce que j'étais un peu venu chercher et voir, donc j'étais très, très heureux de le découvrir. Et je conseille vraiment à des personnes qui hésitent entre la Mongolie ou le Kirghizistan, bah, je dirais franchement choisissez le Kirghizistan parce que vous allez retrouver ce côté mongol, les chevaux, les yourtes, les aigles, mais bien plus encore, ce que peut-être la Mongolie n'a pas. Et ça, c'était donc vraiment cool de le découvrir. On n'a pas fait finalement d'approche en montagne avec les chevaux. On a juste fait une belle après-midi
à cheval, à découvrir comment ils vivent, comment ils sont traités, et cetera. Dormir chez l'habitant et c'était beaucoup plus rustique. Là, tu es sur un haut plateau, au milieu de rien et là, tu vois comment les gens vivent aussi et tu vois, l'exemple typique, c'est si déjà tu as une douche, c'est incroyable et les toilettes, c'est à l'ancienne. C'est un trou creusé, dehors, ils ont construit un petit cabanon histoire d'avoir un peu une petite intimité et puis autour, tu as les chevaux, quoi, tu vois? Puis faut pas s'attendre à de l'hôtel 5 étoiles avec, tu sais, les toilettes japonaises qui te massent les fesses et le jet d'eau qui sort, quoi. Là, il y a pas, si tu pas de papier non plus, quoi, tu vois? Donc, c'était une autre partie des séjours, très intéressante et donc par la suite, on a repris la route et on a débarqué dans cette, enfin fameuse vallée de Souzamir, où, bah, je suis resté, 2 jours avec le groupe et 5 jours tout seul avec, Marlène qui m'a rejoint et la vallée de Souzamir donc tu vois, en termes au niveau du séjour, pour récapituler, tu passes de la capitale, la vallée de Jirgalan qui est une bonne vallée, freeride, rando avec un peu de population et cetera. Tu retournes sur, Caracol, tu longes le lac, tu dors en yourte, tu fais du cheval, tu découvres cette grosse vallée. Ah, j'ai oublié aussi, on a en passant par le lac, on a découvert on nous a montré, il y a un énorme désert. C'est aussi en termes de paysage, tu as des chocs brutals, tu comprends pas. Tu passes de grosses vallées à 4000 mètres d'altitude à un lac à 1600 mètres et derrière, tu as un énorme désert avec des énormes collines. Alors, en hiver, du coup, tout est dur, tout est gelé. Mais l'été, c'est un peu pareil et il fait 40 degrés dans ce secteur, quoi. Donc, enfin, c'est à la fin, j'ai pas les mots, mais c'est un peu lunaire. Tu te dis, ouais, je comprends. Enfin, c'est marrant. Je comprends pas de ce choc d'un coup, alors que t'as pas fait non plus 1000 kilomètres, tu vois. C'est juste en l'espace de, je sais pas, je dirais 300 kilomètres, tu as eu plein de paysages différents et donc c'est assez impressionnant de voir que ce pays peuvent te proposer autant de choses. Et donc tu passes ce désert, tu repasses une autre vallée et puis bah, tu arrives, proche de Souzamir et j'oubliais juste avant, on a eu une anecdote, c'est qu'on allait skier juste après donc ce plateau avec les chevaux et cetera. On s'est chopé une autre vallée en direction de la vallée de Souzamir et là on a essayé d'aller faire de la rando et pas de neige. Donc juste après le désert, il y avait, c'est pareil, c'est incroyable. Il y avait 80 centimètres de neige fraîche 2 jours avant, et là, tu es dans un secteur sec, pas possible. Très peu de neige, alors on a quand même commencé notre rando à 3000 mètres d'altitude, donc on était déjà super haut. Mais il n'avait pas neigé dans ce secteur-là, donc c'était compliqué de trouver de la neige. Mais par contre, on a trouvé autre chose. C'était une fond de vallée. Je me suis dit, il était incroyable pour faire de la rando, avec des beaux ruisseaux. Il y avait justement des camps de chevaux qui étaient laissés à l'abandon l'hiver, avec des sortes de cabanons pour dormir, etc. Et la route était cabossée, totalement gelée. Tu passes des sortes d'énormes trous gelés où tu passes la rivière parce que c'était en train de fondre. Donc là, tu étais content d'avoir ce fameux 4x4 russe un peu tout terrain qui t'emmène partout. Et en fait, notre ami qui s'était fait mal au dos n'avait pas voulu skier ce jour-là. Donc avec l'autre 4x4, nous, on a essayé de faire la rando et eux, ils sont partis explorer le fond de la vallée. Et ils sont tombés sur un ancien centre, je dirais, spa balnéo russe, laissé à l'abandon. Et en fait, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de sources d'eau chaude naturelle. Et là, bah, en fait, ce centre balnéo était construit sur une source d'eau chaude. Donc, on est allé chercher au retour, tout le groupe, on est allé chercher cette source d'eau chaude. Et donc, j'avoue, c'était le petit moment plaisir du séjour où on arrive dans un petit centre balnéo laissé à l'abandon avec les fenêtres cassées, construction, tu vois, encore un peu à la russe. Et puis en fait, tu rentres dans les bâtiments, c'est un peu comme dans les films, quoi. Un peu comme, genre, tu vois, dans les vieilles vieux pays de l'ex-soviétique laissés à l'abandon, où tu plus de portes, t'as plus de fenêtres, mais t'as encore les gros murs, t'as encore les inscriptions sur les murs en russe, puis
tu rentres dedans et là, effectivement, tu as un énorme trou avec une source d'eau chaude naturelle qui après tombe dans la rivière. Et là, on s'est fait plaisir, quoi. On s'est pris deux, trois bonnes heures à rester là, à profiter de ces sources d'eau chaude, à aller dans l'eau froide, dans la rivière, histoire de revitaliser un petit peu tout ça. En plus, quelques jours avant, moi, on m'avait prévenu, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des expéditions au Kyrgyzstan. Ils m'ont dit, William, tu vas voir, tu vas beaucoup manger, c'est pas mauvais, mais tu vas tomber malade. Moi, je me suis dit, mais non, j'ai l'habitude. Puis, je ramène toujours, moi, mes amis, ils se foutent de ma gueule, parce que je ramène toujours une énorme sacoche avec du Smecta, du Doliprane, enfin la totale, quoi, pour pas tomber malade. Et je suis quand même tombé malade. On est tous tombés malades au moins une fois. Je pense que c'était un peu ouais, de manger tout le temps un petit peu la même nourriture, qui est un petit peu grasse, qui est trop condensée, puis en termes de microbes, potentiellement, tu sais pas trop si la viande, elle est bien entretenue, si bon, bref, tu te poses de toute façon, quand tu as faim, après, une journée à -15 dehors, tu te poses pas trop la question, quoi. Tu manges beaucoup. Mais voilà, on était tous tombés un peu malades au moins une soirée et donc ce petit spa naturel, tombé à pic pour ensuite, commencer la vallée de Souzamir. Et la vallée de Souzamir, c'est pour moi la vallée une des plus arides que j'ai jamais vues. Tu vois, elle est perchée, c'est un énorme plateau qui est perché sur un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis tu as deux énormes cols qui permettent de relier le nord et le sud du Kyrgyzstan. Donc c'est un point de passage qui est hyper important, hyper stratégique pour le pays. Il y avait beaucoup de camions du coup et de voitures qui passent. Mais c'est pareil, c'est fou, c'est là où tu te dis, tu es un peu au Pakistan, parce que pour rejoindre le col de Bishkek, donc de la capitale, il n'y a pas de route. Enfin, c'est pas goudronné, c'est une route de terre avec des trous partout, et tu montes, le col, il est à 3005. Enfin, du coup, c'est hyper aride, tu es autour de pics de montagne extrêmes, il n'y a pas de neige parce que je pense que c'est énormément soufflé, et là, tu passes entre les camions, le code de la route n'existe plus, tu pries pour pas tomber dans un trou parce que si tu pètes la voiture là-bas, tu sais pas trop comment faire. Et puis une fois que tu bascules sur ce col, tu redescends sur cet énorme plateau qui continue, je dirais, sur 30 kilomètres de long, et après tu repasses un col et tu repasses de l'autre côté. Et nous, on a gravité pendant 5 jours là-dedans parce que à droite et à gauche, t'as que des montagnes et que des vallées. Et selon les guides, c'est quasiment inexploité. Donc en fait, c'est pas cartographié, c'est la pure explo totale. Et ça, c'était un peu ce que j'étais venu chercher durant ce séjour, c'était de faire des trucs que personne ne vient chercher, ou du moins, potentiellement, il y a quelqu'un qui est venu chercher la même montagne que toi, mais t'en sais rien parce qu'en fait, c'est pas référencé. Et donc pendant 2 jours, on était un petit peu avec le groupe, ce qui a permis de faire un joli sommet aussi à 3008. Mais on a commencé haut, donc on a commencé, je crois, il y a 2008, un truc comme ça. Et là, tu découvres, c'est un peu comme Jirgalan, tu vois, les premiers jours, tu découvres une nouvelle vallée, tu découvres des nouvelles montagnes. Il faisait beau, la neige était préservée, il y avait par contre beaucoup de vent, ça soufflait, il faisait très froid. Euh, et puis du coup là, ça m'a permis de bien repérer un petit peu ce qu'on allait pouvoir faire. Et puis là, je me suis rendu compte que les possibilités étaient énormes. Au fond de moi, j'avais très très envie de retourner à Jirgalan parce que j'avais beaucoup aimé le cadre, le fait de dormir chez l'habitant, la proximité, puis le paysage qui était fabuleux. Là, t'es dans un truc, on dormait dans un motel d'autoroute. Il y a quasiment pas de village sur ce plateau. Il y a 3 motels, 3 stations essence, et je dormais dans un micro KGB je sais pas, 4 mètres carrés, mais il y avait une douche et des toilettes, tu vois, et il faisait chaud. Donc moi, ça me suffisait, mais au bout de 15 jours, j'avais envie un peu de chaleur humaine, quoi. Mais ça l'a fait. Et comment dire, donc pendant 2 jours, on a fait ça. Et puis le groupe est parti, et Marlène m'a rejoint. Il a pris un taxi depuis Bishkek. Il s'est tapé 4 heures de route. Il a débarqué à 1 heure du matin. Et le lendemain, on était parti sur 3-4 jours d'exploration. Et là, le
le séjour a basculé sur une autre dimension parce que tu te retrouves seul avec quelqu'un que j'ai juste rencontré une journée. Tu sais pas si ça va bien se passer, tu sais pas ce qu'on va faire, tu sais que, là clairement s'il se passe quelque chose, bah, il faut que c'est grâce à tes compétences que tu peux t'en sortir. Et donc, c'est la vraie aventure. Et puis, bah, du coup, avec Marlène, on s'est très, très bien entendus. Il était là vraiment pour, profiter, d'être, on va dire avec un bon skieur parce qu'il et voulant devenir guide, il avait aussi envie de pousser un peu le niveau et au Kirghizistan, bah, à part les guides internationaux, il y a pas non plus, masse de niveau, du moins les jeunes qui veulent devenir guide international, il n'y en a pas beaucoup. C'est un style de vie qui est à l'opposé du style de vie kirghize où tu leur demandes au niveau des hommes de trouver une femme, de s'installer et puis on va dire soit de vivre à la capitale, soit de vivre en province et d'avoir bah, tes chevaux ou de vivre du tourisme. Et lui choisissait plutôt une vie de montagne. Et donc c'était très intéressant de voir qu'un jeune du Kirghizistan qui lui-même avait cette vision de dire je suis à l'opposé de tous mes amis, de toutes les personnes que je connaisse et que j'ai du mal bah, du coup aussi à m'intégrer dans ce schéma linéaire vu que j'en sors et que mon objectif et ce qui me fait plaisir c'est la montagne, c'est d'emmener des gens avec moi et de faire découvrir mon pays. Et donc pour revenir sur l'aspect sportif, on a eu une grosse journée de mauvais temps le jour où on a quitté le groupe et là c'était dur. C'était pas évident et j'ai eu même moi, tu vois, j'ai eu un petit coup de bad parce que tu te retrouves dans une vallée tout seul, hyper aride, il y a rien et tu te dis: «Merde, il fait mauvais» et en fait, quand il fait mauvais, bah, tu rien à faire et finalement avec Marlène, on a quand même réussi à faire une petite ascension, bon quand même à 3006. On est redescendu et puis là, on a croisé même un groupe de Hollandais qui étaient avec leur guide russe. Et nous, après, on est allé repérer, on a essayé de repérer des faces, sauf que les nuages étaient bas et accrochés aux montagnes, donc on voyait pas beaucoup. Et pour la petite histoire, on avait en fait la voiture, la deuxième 4x4. Marlène connaissait l'assistant guide de Micha et c'était sa voiture. Et il nous a laissé sa voiture pour ces 5 jours. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu se déplacer. Et en analysant, on voulait faire un 4000. On prend la route et on regarde, etc. Et en fait, en faisant demi-tour, il y a tellement de neige sur la route que Marlène engouffre la voiture sur le bas-côté. Alors, bon, bah, tu sors les pelles, tu creuses, tu tapes la glace, et en fait, la roue patine de devant et impossible de sortir. Et c'est là où tu vois aussi, tu vois, un autre côté du Kirghizistan, où tu te dis, en fait, même dans une vallée, l'une des plus arides du pays, ben, il y a un peu de circulation et les gens, ben, ils ont toujours cette bienveillance en eux. Alors, il y a eu un camion rempli de charbon qui s'arrête. Et bon, il a hésité à s'arrêter quand même. Il nous a regardé en tenue de ski, il nous a dit c'est quoi ces mecs? Et, et les deux mecs, donc du coup, ils s'arrêtent, ils descendent et c'était un petit monsieur un peu gros et un autre monsieur hyper fin. Et cet autre monsieur hyper fin, il avait des dents en or. Tu sais, comme dans le film de James Bond, je sais pas si tu vois dans le film, je crois qu'il y a un des films de James Bond, le méchant russe, il a toutes les dents en or ou en métal quand il sourit. Bah, lui, c'était pareil, il avait toutes les dents en or. Là, du coup, tu te dis, bon, ok, ça pose le décor. Les mecs parlent pas anglais, ils parlaient que russe. Heureusement, Marlène parle russe. Et, euh, et du coup, ils nous ont sorti la corde. Ils nous ont aidés à retirer la voiture du fossé. Sauf que la corde, elle casse. Elle était pas assez solide. Donc tu te dis, bon bah merde. Et les mecs, en fait, ils s'arrêtent pas. Tu sais, t'aurais pu dire, bon bah la corde est cassée, désolé, on s'en va. Les mecs, ils ont commencé à enlever leur chargement pour essayer de trouver une autre corde et essayer de nous tirer. Donc ça, j'ai trouvé, enfin, moi, ça m'a touché parce qu'ils étaient vraiment pas obligés de le faire. Et, et comment dire, et en fait, il y a un autre camion qui s'arrête, qui avait une corde, qui nous la file, et grâce à ça, on a pu sortir. Il s'est passé 1 heure, mais simplement, en fait,
ce qui était beau, c'était cette entraide entre les gens. Ils n'étaient pas obligés de nous aider. Techniquement, pour eux, on était des touristes et pourtant, ils ont pris le temps durant leur trajet de nous sortir de là et j'ai trouvé ça chouette, ce côté, cette entraide, en fait, entre eux. Et durant notre route pour aller dans la vallée de Souzamir, on a rencontré justement un camion qui avait dérapé, qui était au bord de la route, qui pouvait plus, et on les avait aussi aidés, on les avait aussi tirés. Pareil sur une autre voiture totalement cassée, qui était engouffrée sur le côté, on les a tirés. Et donc il y a ce côté, je pense que comme tu es dans un environnement aride, froid, compliqué, si t'arrive quelque chose, tu sais que sur la route, il y a cette mentalité de pouvoir aider les gens. Ce premier jour avec Marlène était un peu compliqué. Finalement, bah, la raison prend le dessus, hein. Tu t'arrêtes et puis tu rentres gentiment au motel, sauf que c'est un motel de route, quoi. Donc, bah, t'es bloqué dans un petit truc sans rien. Et comment dire? Et là, bah là, j'essaie de découvrir un petit peu, de parler aux gens, de voir un peu, tu vois, comment ils vivent. Et c'est là où tu te rends compte que waouh, c'est dur parce que à côté du motel, il y avait un endroit pour faire la prière, une station essence et un truc pour réparer les pneus, c'est tout. Et donc, bah, quand il fait moche, tu te dis bon, bah, qu'est-ce que je peux aller visiter? Et bah, finalement, pas grand-chose. Mais tu parles avec les gens te demandent pourquoi tu es là. Et puis tu te rends compte qu'en fait, ils ont le cœur sur la main et ils te proposent du thé. Et la journée est passée comme ça. Et le lendemain, grand beau, enfin grand beau. Le lendemain matin, on s'est dit, là, on est dans le vif du sujet. Hier, il faisait moche. Aujourd'hui, il devrait faire beau. On va faire un gros truc. Et en fait, on part le matin à 8 heures et le brouillard et le nuage étaient encore bloqués sur toutes les chaînes de montagne. Donc on a fait 20 kilomètres, quasiment toute la vallée, pour repérer potentiellement une vallée ou une montagne à aller chercher. On voyait rien. Et on a fait ça de 8 heures à midi. Donc autant te dire que la frustration était assez énorme, à tel point que on est retourné sur un décolle en se disant là-bas il fait beau, etc. On arrive, le soleil commence à arriver, on sort les skis, et là, bim, nuage, grosse neige. J'ai dit c'est pas possible, on va pas monter là-dedans. Donc on remet les skis dans la voiture, on redescend. Et là, je dis à Marlène, écoute, arrête-toi là. J'avais repéré des faces là-bas. Il est midi, si on veut faire un truc, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, ça va. Au niveau de la météo, on savait que ça allait s'ouvrir. On pose la voiture sur le bord de la route et effectivement, on commence notre ascension. Et là, le soleil commence à arriver, les nuages commencent à partir. Et en fait, on a eu de la chance parce que on avait une vallée devant nous qui s'ouvrait sur trois grandes montagnes. Et bah, il y avait plus qu'à choisir une des deux montagnes. Et là, bah, on commence notre ascension. Enfin, on commence notre ascension. On commence à passer le plateau. On a mis 3 heures quand même à passer ce plateau pour arriver jusqu'en bas de la montagne. On commence notre ascension et au milieu de l'ascension de la montagne, il était 16 heures. Et là, ben, Marlène commence un petit peu à paniquer en se disant il est 16 heures, on n'est toujours pas arrivé là-haut, je ne sais pas si on va réussir, je ne sais pas si on va y arriver. Et il faut savoir qu'au Kyrgyzstan, ils ont peur de la montagne. Euh, Comment dire, ils ont peur de la montagne, ils ont peur des pentes raides. Dès que c'est des pentes de plus de 30 degrés, ils n'ont pas l'habitude de les skier parce qu'ils ont peur des avalanches. Et comme ils ne sont pas formés pour bien apprécier le terrain, ils veulent prendre le moins de risques possible. Et bah, du coup, Marlène, qui est en plein apprentissage, il avait ces appréhensions-là au début. On commençait à monter sur les crêtes et puis il voyait en fait les pentes raides qui nous attendaient pour arriver sur le sommet. Et il se disait, mais il s'est dit, on va pas passer par là, c'est pas possible, il est 4 heures de l'après-midi, s'il arrive un truc. Il commençait à s'inquiéter en se disant, parce qu'on donnait quand même des nouvelles à notre guide, à Misha, tous les soirs. Et il disait, Misha va s'inquiéter, il va lancer le secours, etc. Et on a dû vachement discuter en disant, parce que c'est aussi le principe de la rando, c'est que quand il y a personne qui t'attend, qui fait grand beau et que tu es au milieu de rien et que en fait il y a aucun paramètre négatif, prends ton temps.
Quand tu arrives à un sommet, l'idée, c'est de pas y aller en mode bourrin, il faut y arriver en 1 heure. C'est, tu y vas doucement, tu analyses, tu reprends des forces, tu fais des petites pauses et puis on arrive quand on arrive et puis après, quels sont tu analyses le retour, c'est-à-dire, combien de temps on va mettre pour descendre? Bon, bah, on a mis, 7 heures pour monter et on a mis 20 minutes pour, pour descendre. Mais après, au pire, tu es sur un plateau, on a des frontales, il y aura la lune, il y a pas de risque, quoi, tu vois? Et donc c'était un état d'esprit qu'il fallait lui transmettre et puis, il a réussi, tu vois, à s'apaiser, doucement et et on est parti à l'ascension, on est arrivé au sommet, il était 5h30 et là, j'ai vu une personne, enfin, j'ai adoré partager ça parce que tu vois, je fais aussi tout ça, et j'aime bien le faire avec des personnes pour partager. Solo, c'est cool aussi, mais c'est pas du tout pareil. Solo, tu essayes de trouver un peu l'exploit sportif. Quand tu es accompagné, tu fais beaucoup attention à l'autre personne. L'idée, c'est d'arriver à 2 et de revenir à 2 et surtout le voir le bonheur que ça peut te procurer et que ça peut procurer à l'autre personne et en arrivant au sommet, j'ai vu le bonheur sur son visage et sur le mien aussi. Et ça m'a procuré, tu vois, beaucoup d'amour et de joie de l'avoir vécu avec lui, de l'avoir fait ensemble. Et, on est resté, je crois, 30 minutes là-haut, à boire du thé, à manger et juste, en fait, à kiffer le paysage et de se dire la chance qu'on a d'être là. Et Marlène me dit, «Mais tu te rends pas compte de ce qu'on vient de faire?» parce que a priori, lui qui connaît un peu le domaine alpin, du Kirghizistan et des guides, il me dit: «Mais personne n'est venu là, même l'été quand on vint ici, personne ne monte ces montagnes et on est peut-être les premiers à le faire». Et tu te dis ouais, donc c'est un peu un sentiment, tu vois, de joie et de fierté de te dire, bah, la journée était mal partie, de 8 heures à midi, on savait pas quoi faire, la météo voulait pas qu'on parte. Et finalement, bah, on a quand même réussi une ascension. Alors on a mis beaucoup de temps, on a commencé un peu avant midi, il était, un peu plus de 5 heures qu'on était là-haut, on a failli redescendre avant et puis au final, bah, avec de la persévérance, du calme, de l'analyse et puis, de la prise de temps. Parce que j'en reviens dessus, c'est vraiment important de prendre ton temps quand tu es en montagne et je pense que on se met beaucoup sous pression quand toi, tu as un timing. J'ai un train à 18 heures, il faut que je sois là. En fait, dès lors que tu as un truc qui t'attend après, tu te mets énormément de pression en montagne et un, tu kiffes moins, 2, tu peux prendre des risques et 3, bah, en fait, je pense que tu sors de cette mentalité de quand tu fais une ascension, et que tu prends ton temps, c'est là où tu es le plus sécure, parce que tu te mets pas un autre truc derrière qui va te forcer en fait, à aller plus vite ou te forcer à prendre d'autres décisions qui sont peut-être pas la bonne. Et, heu, et donc on redescend tranquillement et effectivement, on se tape un coucher de soleil, magnifique. C'était le plus beau que j'ai eu, au Kirghizistan pour le moment. La lune sort, les étoiles sortent, on finit à la frontale et en fait, il faisait froid. On était là pour le coup, tu es content de rentrer dans ton motel, au chaud et d'aller manger. Mais, on a passé une journée fabuleuse. Et donc, en retournant au motel, ben, on rediscute de tout ça, on discute de notre journée et puis, le lendemain, on décide de refaire la même. Sauf que le lendemain, bah, il faisait beau dès le matin. Donc là, bah, c'était un peu de l'explo pur. C'est-à-dire, on savait pas quoi faire, vraiment. On avait des idées, mais le vent avait beaucoup soufflé, la neige était beaucoup partie, donc sur des phases qu'on avait envie de faire, bah, en fait, on n'y est pas allé. Et on a mis à nouveau, en partant à 8 heures, on a mis 2 heures à choisir en fait la vallée qu'on allait choper. Hem et on se fixe sur une montagne et on décide d'y aller et je crois qu'on avait fait 1 300 de D+ la veille, on avait fait 13 kilomètres en tout, donc le lendemain, tu sens un peu dans les jambes, ta journée, quoi et on part à 10 heures et c'est vrai que je t'avoue que mais tous les 2, on avait un plateau plus grand que la veille à traverser, dont 2 rivières et un pont, suspendu. Alors là, pour le coup, en termes d'aventure, on était pas mal. Mais tu sais, le démarrage, il est dur parce que tu te dis:
pourquoi se faire mal, quoi? Pourquoi on va chercher, un truc au milieu de rien, que personne n'a fait et en plus, il faut qu'on traverse un plateau de au moins 5 kilomètres, quoi. Et là, c'est là où je me suis dit: «Les chevaux auraient été vraiment très intéressants là, ça aurait été très sympa». Mais l'aventure humaine aurait été différente et donc on part quand même. Tu traverses ce pont suspendu, tu cherches des petits endroits glacés pour traverser la rivière et puis, et là tu vois le sommet et tu te dis: «Waouh, il me reste encore au moins 4 kilomètres avant d'arriver au début de la face». Il faisait super chaud, c'est en termes de température au Kirghizistan, c'était assez particulier. Il faisait certes, très froid, mais la journée quand le soleil tapait, ben, en fait, tu sentais beaucoup moins la fraîcheur. C'était assez tu ouvrais la bouche, tu avais la fumée qui sortait, mais tu étais capable de monter avec juste un pull tellement, le soleil pouvait taper, quoi. Et donc la neige, elle se transformait aussi un petit peu. Donc ça nous a pas aidé, parfois elle était croûtée, donc tu t'enfonces, parfois c'était de la vraie poudreuse, parfois c'était extrêmement gelé, donc c'était assez changeant et là pour le coup, on a pris notre temps, et donc on a fait, cette fois-ci 20 kilomètres en tout. Pareil 1 300 de D+, c'était un sommet à 3 500, c'était un pic et on est allé chercher un joli couloir et là à nouveau, Marlène était, moi physiquement, donc la veille, j'étais en lead sur tout le du début jusqu'à la fin. Donc c'est moi qui fais les traces et cetera et là, physiquement, après le plateau, j'ai commencé à avoir un gros coup de fatigue et Marlène a pris le relais et c'était moi qui ai eu comment dire? Un coup de mou, tu sais? En mode, un peu comme lui, à la moitié et j'étais: «Ouah, je pense pas qu'on va y arriver, il est 2h30, il nous reste encore, 400 mètres à monter». Et en fait, il me dit: «Mais non, t'inquiète pas, je prends le relais, je fais la trace». Ça m'a permis de me reposer, il a mis l'énergie positive dedans et en fait, on est arrivé au sommet et et là, grosse discussion, enfin, on est arrivé à l'antécime, donc au 1er sommet et on s'est dit: «Il est 16h, le sommet qu'on visait, il est à 300 mètres là-haut, on va mettre 1h30 à monter. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas?» Et lui, il commence à me dire, «Bah, je sais pas, ça a l'air très pentu», il reprend le raisonnement qu'il a eu la veille et du coup, je reprends le raisonnement que j'ai eu la veille pour lui dire: «Mais non, t'inquiète pas, on prend notre temps, en 1h30, on devrait y arriver, ça ne va pas poser de problème, on a le temps et au pire, enfin, à 18h, on a terminé». Et il dit: «OK, t'as raison William, allez, on fonce». Et en fait, on a torché le truc en 1h15 et on est arrivé là-haut, je crois qu'il était 15h30, 15h30, 16h. Et donc on a eu le temps à nouveau de profiter et à nouveau, tu vois, de retrouver cette joie, en fait, d'arriver au sommet, cette joie de se dire potentiellement on est les premiers sur ce sommet-là à le monter et à le descendre, en hiver du moins, et que tout s'est bien passé et qu'en plus on trouve de la neige fraîche donc c'était ouf. Donc voilà, ça s'est fait comme ça progressivement et puis on est redescendu, on a repassé, le plateau et pour la petite histoire, après le pont suspendu, il y avait une rivière, il y avait un pont de neige, tout glacé. Lui, il passe, sans problème et au moment où moi je passe, j'ai mon pied droit qui s'enfonce dans l'eau et là, bah, radicalement, ma peau se gèle et donc je me retrouve, sur les, je sais pas, il me restait 200 mètres, je me retrouve à avancer avec juste la peau gauche et la peau droite en mode, il faut que je lève le pied parce que ça coule, enfin, une fois qu'elle est mouillée et gelée, en fait, elle colle, enfin, elle glisse plus, quoi et donc voilà. Mais voilà, deux très belles ascensions, a priori des premières ascensions, donc on a le droit de nommer les sommets. Donc avec Marlène, on a décidé de leur donner 2 noms et là, il faut que on vient de rentrer, mais il faut qu'en gros, qu'on diffuse un peu, notre itinéraire, ce qu'on a fait exactement, le nom qu'on leur a donné et soit quelqu'un te dit: «Bah, en fait, non, les cocos, désolé, vous êtes pas les premiers parce qu'on l'a déjà fait». Soit personne se réveille et officiellement, ça sera, enfin, potentiellement, ces sommets-là seront référencés avec le nom qu'on leur a donné et l'itinéraire avec. Pour terminer, donc on a fait ces deux belles ascensions avec
plein du coup d'images, de souvenirs, d'émotions dans nos têtes. Et puis bah, le séjour allait se finir tranquillement. Et on prend la route pour rentrer sur Bishkek. Et donc on repasse par ces cols. Et même le retour sur Bishkek en traversant ces cols et en redescendant, c'est toute une aventure avec les camions que tu dois traverser, la route qui est complètement déchirée, c'est pas goudronné, il y a beaucoup de poussière. La nuit tombe, du coup t'es en noir total. À droite t'as le ravin. Les mecs essayent de doubler les camions, te doublent aussi. Enfin, c'est vraiment pas facile de conduire dans ce genre d'environnement. Nous, on a des routes de montagne parfois un peu compliquées, mais eux sont quand même sur un niveau au-dessus. Bon, j'imagine que dans d'autres pays comme le Pakistan, c'est encore pire, mais c'était pas mal. Et puis, tu redescends vers la civilisation. Donc, tu as passé 5 jours dans une vallée à voir quasiment personne, aride, sans population. Et là, tu retrouves bah, la population, les voitures, et surtout, en fait, on était quand même assez haut, hein, en moyenne à 3500 mètres d'altitude en moyenne pendant 5 jours, donc avec un air assez pur. Si tu redescends sur Bishkek, et moi je commençais à avoir la gorge qui gratte, même à tousser. Et je demandais à Marlène, et on arrive sur Bishkek, et il y avait une brume, cette brume de pollution. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de pollution en fait à Bishkek? Et bah, ça s'explique par le fait qu'ils roulent tous avec des vieilles voitures qui polluent, et ils consomment tous du charbon. Et la ville de Bishkek, en termes d'énergie, est fournie par du charbon, et plus les déchets qu'ils brûlent. Et le tout forme un nuage de pollution. Et Mathias, le moniteur suisse, quand il donnait des cours sur la station de ski à 20 km de Bishkek, me disait, le soir, il regardait sur Bishkek, depuis la montagne, il voyait un énorme nuage noir se former tout autour de la ville. Et là, ouah, tu prends un coup, en te disant, enfin, tu prends un coup parce que Marlène me dit, mais toi, tu habites à Paris, tu as sûrement de la pollution, ou même, tu vois, je pense à Chamonix, qui ont souvent des pics de pollution dans la vallée. Et tu te dis, nous, en fait, ça te montre aussi que nous, on est vachement avancé dans cette conception de écolo responsable, et de moins polluer. Et on a beau critiquer, dire qu'on n'avance pas assez ou des choses comme ça, bah, va dans ce genre de pays, va voir à Bishkek et rentre. Et là, tu comprends que, en fait, non, on a fait un travail énorme ces 20 dernières années. Dans l'endroit où j'étais, ils enterraient leurs déchets dans des trous où ils mettaient le plastique, enfin, il n'y a pas de poubelle jaune ou poubelle de verre, ça n'existe pas. Ou alors ils mettent tout dans de côté, ça crée des énormes tas de déchets, puis en fait c'est un camion qui va redescendre le tout, et ils vont tout brûler. Et donc ils sont encore, on n'est pas non plus sur un pays arriéré, on n'est pas non plus sur l'Inde, bien que l'Inde a fait énormément de progrès. Mais moi ça m'a marqué de voir cette pollution, et de me dire, bah, typiquement à Paris, je ne sais pas quand était le dernier pic de pollution, mais il date un peu. Et du coup, on travaille quand même vachement sur ces évolutions-là. Je trouve, moins de pollution en France, même si quand il y en a, bah, on est les premiers à râler. Et que dans ce genre de pays-là, la pollution, bah, en fait, c'est tous les jours. Et quand tu vis dans une pollution tous les jours et que tu vois à peine le soleil, franchement, c'est dur, quoi. Donc voilà, retour marquant, et on s'est fait un petit resto pour fêter nos ascensions. Et là, tu découvres une population moderne, qui s'habille ben, comme des gens de la ville, élégants. Les plats qu'on te propose, il y a de tout. Il y a 36 000 bières, même, il y avait même des bières suisses et allemandes. Et c'est là où tu te dis, ok, donc oui, effectivement, la capitale, tu as une belle université, tu as des monuments qui sont tous russes, mais tu sens un peu la modernité
que tu ne retrouves pas dans le reste du pays. Il y a une rupture qui est à nouveau assez marquée et un style de vie également qui est marqué parce que à 22 h dans des vallées où il y a rien, tout le monde va se coucher. Là-bas, à 22 h, c'était la Saint-Valentin en plus. Ils étaient tous au resto à boire des coups ou à regarder le match de la Champions League. Donc c'était assez drôle. Donc voilà un peu la fin de mon séjour. Et puis j'ai dormi à nouveau chez l'habitant. Donc c'était hyper intéressant ce dernier soir où les gens te demandent d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, surtout ils veulent savoir si tu as aimé le pays, qu'est-ce que tu as retenu. Et, euh, et le lendemain, j'ai pris l'avion très tôt le matin. Et c'était pareil, c'était très mignon. C'était un papy russe qui m'a emmené. Et alors, il était au taquet de la life à 7 h du mat, alors que moi, je dormais debout. Et en fait, il me parlait. Mais il me parlait pas en anglais, il me parlait en russe. Sauf que je ne parle pas russe. Franchement, c'était très drôle parce qu'on a réussi à communiquer par des petits langages. Bon, moi, je lui disais da toutes les 2 secondes, donc c'était facile. Mais non, il me demandait si j'étais venu pour du ski, si j'avais un bon niveau, si j'ai aimé le Kyrgyzstan. Et on a réussi à se faire comprendre. Et donc, du coup, le trajet jusqu'à l'aéroport a été sympa. Et j'ai trouvé ça adorable que ce monsieur s'intéresse à moi alors qu'on ne parle pas la même langue, qu'on réussisse à communiquer. Et je trouve que c'est adorable parce que tu as notamment nos chauffeurs de taxi ou nos chauffeurs Uber, des fois tu leur dis, ils te disent à peine bonjour ou à peine merci, ils ne te calculent pas. Là, lui, voilà, il s'est intéressé et ça m'a marqué. Euh, donc voilà pour la petite histoire. Et puis retour en France. Et en fait, je suis rentré jeudi soir. Et vendredi soir, je suis reparti direct en montagne parce que il fallait pas rester sur quelque chose de négatif, il fallait continuer sur du positif. Et on m'avait proposé d'aller dans le parc des Écrins au niveau de la Meije, notamment avec un des garçons qui était dans le groupe, qui habite du côté de Grenoble. Et on est parti du coup ce week-end là-bas. Et on a dormi en refuge, il faisait beau, on s'est fait un beau sommet, enfin tout était nickel. Mais je voulais juste finir par ça. C'était que en fait on est passé au refuge pour déposer nos affaires. On n'a pas averti le refuge qu'on allait finir tard dans la nuit. Et mon pote justement était un peu en fatigue sur la remontée, donc on a mis plus de temps que prévu et on est arrivé au fait en sommet à 18 h. Il faisait coucher de soleil magnifique, donc on a pris notre temps, puis après on est redescendu au refuge. Et le refuge a quand même prévenu le PGHM en disant tiens, on n'avait pas de réseau, donc ils ont prévenu qu'ils n'avaient pas de nouvelles au cas où. Et au moment où j'arrive au sommet, je reçois un message vocal. Et en fait, le PGHM m'appelle pour me dire si tout allait bien et si tout va bien, que je leur passais un petit coup de fil. Parce que sinon, là, ils allaient lancer l'hélicoptère pour faire une petite rotation de surveillance dans le secteur pour voir s'il nous était rien arrivé. Et ça nous a marqué parce que si tu compares avec ce que je t'ai raconté début du séjour avec malheureusement ce qu'a vécu le Français, et ils ont mis plus de 72 heures à aller les chercher. Là, en France, juste en ayant du retard, et les mecs sont capables de lancer un hélicoptère pour juste voir si tout va bien, ou imaginons il serait arrivé quelque chose, potentiellement intervenir sur place le soir même. Et là, tu te dis, ok, on a une chance quand même incroyable en France ou même en Suisse avec la régate ou Air Zermatt, d'avoir des gens formés, cette capacité de surveillance et de sécurité, de te dire, ben, il peut t'arriver, si t'arrive quelque chose en montagne, enfin, c'est pas qu'on va venir systématiquement te chercher, ça dépend de plein de paramètres, mais on a un système de secours qui est juste exceptionnel. Et de fait, tu vois, d'être parti au Kyrgyzstan dans un pays comme ça et d'avoir découvert ce système-là, malheureusement, parce que si c'était rien passé, je l'aurais pas découvert, hein. Bah, je pense que quand tu reviens en France, tu réalises 10 fois plus de la chance que tu as, que ça soit là-dessus, ou quand je parlais de la pollution, ou de notre vie de tous les jours, en fait, même de la ville de Paris, tu vois, que je trouve, bah, je suis pas en montagne, mais je la trouve belle, nos montagnes, j'ai adoré retrouver nos montagnes, je les trouve exceptionnelles. Et tu te rends encore plus compte de la chance que tu as et qu'il faut profiter
encore plus de tous ces moments, de tout ce qui t'entoure, parce que quand tu vas dans des pays totalement différents, avec des cultures différentes, plus pauvres, moins développés, avec une culture totalement différente, bah, t'apprécies différemment les choses et du coup, je trouve, on se rend pas assez compte de la chance qu'on a et on n'apprécie pas assez tout ce qui nous entoure. Donc voilà, c'était un peu je pense mon message de fin, c'est s'ouvrir au monde, continuer à être ouvert d'esprit et peut-être on râle beaucoup, c'est bien de râler aussi, mais allez découvrir des pays qui sortent de l'ordinaire, qui vous sortent de votre confort, parce que du coup, quand tu reviens dans ton confort, tu es encore plus heureux d'y revenir. Tu vois, tu prends pas de douche pendant 2-3 jours, bah, je t'assure, tu reviens chez toi, tu prends une douche, bah, c'est le kiff total. De dormir dans un lit chaud, douillet, grand. Moi, pendant 2 jours, là, j'ai hyper mal dormi, j'ai pas pris de douche. Bah, je peux te dire, hier, ma douche, il me fallait pas plus. Il me fallait juste une bonne douche chaude, quoi. Tu vois, des choses simples de la vie, parfois, ça suffit. Et j'ai partagé mon vol Bishkek-Istanbul avec 2 Suisses, 2 biologistes, un couple qui sont partis au Pakistan, en Inde, qui ont beaucoup voyagé et qui justement avaient cette ouverture d'esprit de s'ouvrir au monde, de voir d'autres cultures. Et ils me disaient, on est heureux de retrouver notre petite Suisse et notre petit chalet, et on va encore plus profiter parce que là, on s'est fait un trip, ça nous suffit. Mais on s'est rendu compte que, enfin, c'est même pas ils le savaient déjà, mais que ce qu'ils avaient en Suisse, ben, en fait, ça leur a procuré un bonheur fou et ils avaient conscience de la chance qu'ils avaient, quoi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de rencontrer des gens qui ont un peu le même état d'esprit que toi, de te pousser à voyager, à sortir de ton confort, à aller un peu découvrir le monde, tout en étant posé, c'est-à-dire tu sais que tu viens de France ou d'ailleurs et que là où tu es basé, là où tu es installé, où tu es originaire, tout ce qui nous entoure en fait, c'est que du positif, c'est pas du négatif, et que parfois on se prend peut-être beaucoup trop la tête pour pas grand-chose, alors qu'ailleurs, ils sont à des années-lumière de ta prise de tête, et que ta prise de tête, en fait, elle sert à rien du tout, quoi. Ce séjour, ça a permis, tu vois, un peu c'est se faire mal, c'est extraire beaucoup de choses, et en même temps, ça te soulage intérieurement. Et d'un autre côté, tu pars à l'aventure au milieu de rien, donc tu as ce sentiment de liberté. Il y a des moments où tu penses à rien, tu fais le vide. Il y a plusieurs personnes que tu as interviewées, que je connais, que je suis, et il y en a un, Steven Le Yarrick, que tu connais, qui dit souvent la vie c'est faire, alors let's do this. Bah, du coup, tu vois, c'est exactement ça. C'est que si à un moment donné dans la vie, tu as besoin d'aventure ou de découverte, eh ben, il faut y aller. Et moi, j'avais besoin de ça. Et du coup, c'est ce que ça m'a énormément apporté. Et en fait, ce qui importe, c'est comment tu vas surmonter ces imprévus et ces surprises, comment tu les vis et comment tu restes ouvert. Et je pense que si tu prends tout ça et que tu restes positif et que tu suis toujours ta trajectoire, et ben, la vie est belle, et du coup, tu vas juste kiffer. Vous venez d'écouter un épisode des Frappés, le podcast qui vous fait découvrir des femmes et des hommes qui osent. Je suis Loïc et je vous donne rendez-vous chaque semaine sur votre plateforme d'écoute préférée pour rencontrer un nouvel invité. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies.